Je suis sûre que pour beaucoup d'entre nous, mon invité du jour n'est pas un inconnu, que ce soit par ses formations aux entrepreneurs, sa chaîne YouTube ou encore sa marque d'amuse-bouche dont nous parlerons un peu. Régis Ezine fait partie du paysage culturel et entrepreneurial du 229 depuis un certain nombre d'années. À mon micro, il revient sur ses brillantes réussites, son parcours, son organisation de multipotentiel et les leçons qu'il retient de tout le parcours. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi, j'en ai eu à échanger avec lui, à écouter cette interview. L'interview est aussi disponible en version audio si vous préférez l'écouter en podcast. Vous trouverez le lien d'écoute dans la description de la vidéo. Bonjour Régis, merci d'avoir accepté cette invitation sur mon podcast. Bonjour Olivia, c'est un honneur. Merci de m'associer à cette belle initiative. Je t'ai connu il y a quelques années à l'occasion d'une étude de marché que tu avais conduite pour l'un de mes projets. Puis je t'ai retrouvé sur Daïlian et ensuite sur la chaîne YouTube. C'est toute une histoire en fait. Je te vois sur beaucoup de fronts, à la fois en général. Ma première question c'est, est-ce que ça t'arrive de douter? De douter de toi-même, du projet final, du but de tout ceci? Alors, c'est vrai que je suis sur plusieurs fronts à la fois. Et ça m'est arrivé par le passé de me poser des questions sur la pertinence de cette duplicité-là. Mais très rapidement, j'ai fini par comprendre que ça faisait partie de mon parcours et que ce n'était pas tant le fait d'être sur plusieurs projets qui comptent, mais le fait d'avoir un but final. À partir du moment où vous avez un but, je pense que ça ne pose pas de problème si vous arrivez à vous organiser. Parce que c'est une question qui revient souvent, qu'on me pose assez souvent. On me demande si je parviens à faire tout ça de façon optimale. Parce que de l'extérieur, de loin, les gens ont l'impression que j'arrive à mener plusieurs projets, mais ils se demandent quand même, il y a un petit doute. Est-ce qu'il arrive vraiment à avancer? Est-ce que tous les projets avancent? Est-ce qu'il n'en fait pas trop? La question est tout à fait légitime. La réalité, c'est que pendant plusieurs années, j'ai fait un peu tout ça de façon quelque peu désordonnée. C'est-à-dire que j'avais plusieurs projets avec plusieurs objectifs. C'est ce que j'appelle quelque peu désordonné, mais les projets avançaient, chacun de leur côté. Seulement qu'à des moments, tu as des conflits d'intérêts, forcément, conflits d'intérêts personnels, parce qu'il faut faire des choix entre un projet A, un projet B, un projet F, un projet X, qui avancent plus ou moins bien tous. Et il y a ceux qui ne fonctionnent pas non plus. Bon, ça, c'est plus facile parce que quand ça ne fonctionne pas, tu mets de côté. Mais ceux qui fonctionnent, tu te retrouves à des moments donnés dans une situation où il faut faire un choix. Et j'ai pu vaincre cette difficulté-là en faisant une seule chose. C'est qu'aujourd'hui, tous mes projets sont connectés. C'est-à-dire que les gens me voient sur différentes choses, mais ça fait peut-être, ça fait au moins 5, 6, 7 ans que tout ce que je fais converge vers un but final. Ce sont des moyens différents, mis au service d'une même cause, d'un même but. Donc aujourd'hui, pour moi, ce que j'appelle entrepreneur multipotentiel, c'est la façon dont je me décris, ce n'est pas le fait d'avoir uniquement 1000 activités diverses, mais c'est comme on dit plusieurs cordes à son arc, dans le sens le plus littéral du terme. Parce que l'arc, il va dans un seul but, il y a un objectif, vous voulez atteindre une cible, mais vous pouvez avoir plusieurs flèches. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'estime que quand on a plusieurs talents et qu'on a la chance, tout le monde a plusieurs talents, mais quand on a la chance de découvrir ces talents, ce serait une hérésie que de ne pas les mettre au service de la communauté. Est-ce que c'est en cherchant comme ça que tu as découvert en quoi réellement tu es doué? C'est en allant un peu partout comme ça, à gauche à droite, que finalement, on arrive à cerner au mieux ce dans quoi vraiment on a un talent? Alors, je pense que ça peut aider, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à identifier les talents ou les dons, on va dire les prédispositions naturelles, qui sont les leurs. Il y a des gens qui ne trouvent pas jusqu'à la fin de leur existence. On dit que le cimetière est l'un des endroits les plus riches parce que les gens sont morts avec leur talent là. Et finalement, les gens vivent en trouvant une voie professionnelle qui permet de gagner de l'argent et c'est pas forcément ce qui est connecté à vous-même. Moi, je dirais que j'ai eu des concours de circonstances très intéressants parce que je n'ai pas eu à chercher étant adulte. Petit, j'ai très vite identifié quasiment tout ce que je fais aujourd'hui. Et je crois que je le dois beaucoup à ma mère, qui m'a permis, étant vraiment tout petit, d'essayer plusieurs choses. Donc, j'ai pris des cours de piano tout petit. Ça n'a pas duré parce que j'adorais la musique, mais le piano, ça ne m'intéressait pas des masses. Aujourd'hui, je pense que j'aurais aimé ça différemment. J'ai fait quoi? Je lisais beaucoup, très petit.
J'ai commencé à écrire des histoires, des BD, des petites histoires, tout ça à l'âge de 6 ou 7 ans. Et j'ai fait du taekwondo, enfin j'ai fait plein de choses. Vraiment, j'ai eu cette opportunité-là. Et j'ai rapidement pu trouver ce qui me permettait de m'épanouir et de laisser ma créativité éclore. Donc très tôt, j'ai su que j'adorais écrire. J'ai su que j'écrivais bien parce que les gens me le disaient. Moi, je ne pouvais pas savoir, j'étais un enfant, mais quand tu as des adultes qui te disent « Ah tiens, c'est toi qui as écrit cette petite histoire, mais tu as beaucoup de créativité, nanani, nanana. » Donc j'ai su que j'aimais beaucoup ça, que je le faisais assez bien. J'étais un gros bavard. Tous les bavards ne sont pas forcément de bons orateurs, mais on m'a dit assez vite que je m'exprimais assez bien. J'ai gagné un concours au CM2 d'expression, concours d'expression orale, je crois que je suis arrivé deuxième, organisé par le CBLAE, Centre béninois des langues étrangères, c'était pour les élèves du CM2. Donc tout ça m'a conforté en fait dans l'idée que, ok, tu es un orateur assez bon, tu écris bien, tu es très imaginatif, parce que j'avais tout le temps plein d'idées. J'ai commencé à faire du business, moi au collège, hein, j'ai vendu des poèmes aux garçons qui draguaient les filles. Ça m'a créé quelques problèmes après, mais j'ai gagné de l'argent. J'ai vendu. Ça a marché? Oui, ça a bien marché jusqu'à ce que ça périclite. J'ai vendu des paroles de chansons qu'il y avait dans les Star Club là. Donc moi, je dépeçais les Star Club et les autres journaux de stars et je vendais à l'unité les paroles de chansons pour ceux qui n'avaient pas ces magazines que j'achetais avec mon argent de poche et j'ai vendu des BD. Bref, j'ai fait pas mal de choses. Mais depuis vraiment 5-6 ans, quand je fais un peu le récap, je me rends compte que je mets les mêmes talents au service de mes différentes activités depuis. Donc c'est une constante qui a pris des chemins détournés, mais qui continue à se développer, quoi. Aujourd'hui, au quotidien, comment tu les exploites dans tes activités? Alors, je suis arrivé après différentes années, hein, et des échecs aussi, des moments où j'étais moins organisé que maintenant. Je suis arrivé à trouver une façon optimale de faire. Je suis quelqu'un de très, très, très organisé. Hein, et c'est ça qui m'aide, je pense. Je planifie beaucoup. Je passe du temps à planifier. Je ne sais plus quel grand homme a dit que si on lui donnait 6 heures pour couper un arbre, il en passerait 4 à affûter la lame, d'accord, de sa scie ou de sa tronçonneuse, et 2 à couper l'arbre, pendant que tout le monde, en fait, commencerait tout de suite à couper pour essayer de vite finir. Donc moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps à planifier, c'est-à-dire qu'à horizon 10 ans, je sais où je voudrais être, puis je ramène ça à chaque année, je me dis comment je vais dépecer les objectifs. Ensuite, une fois que j'ai fragmenté ça, comment est-ce que sur les mois ou sur le semestre, comment je m'organise sur le mois, comment je m'organise sur la semaine. Il faut que chaque tâche que j'accomplis soit en lien direct avec le but final qui est dans 10, 15, 20, 25 ans. Même si c'est un grain de sable sur cet objectif-là, il faut que ça y contribue. Tout ce qui est en dehors de ces objectifs que je vise, eh bien, je ne les fais plus. Même quand ce sont des projets personnels, parce que j'ai plein d'idées. Donc, il y a plein de projets que j'ai toujours en tête ou sur lesquels j'ai déjà écrit, mais je ne les touche plus parce qu'ils ne correspondent pas à l'axe général. Donc, je peux soit les vendre à des clients puisque je fais du consulting et le leur proposer, soit proposer des idées de business comme ça sur ma chaîne YouTube ou ailleurs, ou en formation, ou en séminaire, ou peut-être plus tard que je les mettrai en branle, mais ils ne sont plus là en pole position. Donc moi aujourd'hui, c'est vraiment l'organisation qui me sauve, comme on dit, c'est la planification et peu de gens malheureusement font ça. On ne sait pas ce qui nous arrivera dans la vie. Nous ne sommes pas les seuls décideurs, mais nous sommes quand même co-auteurs de notre vie. Donc on a l'obligation, à mon sens, d'avoir un plan directeur, de savoir où on va, et puis après, si en cours de route les choses se passent autrement, évidemment, si vous êtes un bon capitaine, vous avez forcément des plans B, des plans C, des plans D. Donc voilà ce qui me permet de coordonner un peu tout ça. Aujourd'hui, tu es chanteur, compositeur, auteur, formateur aussi. Oui, formateur, conférencier. Entrepreneur. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien à faire tout ça alors, réellement? Ce qui m'inspire, c'est j'ai déjà une reconnaissance évidente et flagrante envers l'univers, envers Dieu. Très sincèrement, je pense, et je le répète, hein, je l'ai dit tout à l'heure, que quand vous avez la grâce de découvrir ce pourquoi vous avez été calibré, vous n'avez pas le droit d'en priver le monde. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous, c'est d'abord pour la communauté. Évidemment, on va gagner de l'argent, vous pouvez avoir des honneurs, tout ça, c'est très lié à l'ego. D'accord? Nous sommes humains, nous avons notre part d'ego, mais ce n'est pas le but principal selon moi.
Ce qui compte, c'est de servir la communauté. Qu'est-ce que tu peux faire pour servir la communauté? Si tu es un agriculteur, tu es important dans les dispositifs de la communauté. Tu permets aux gens de se nourrir. L'instituteur est important. L'homme politique, qu'on l'aime pas, il est important. Si les hommes politiques n'existaient pas, on vivrait dans l'anarchie, personne ne pourrait être entrepreneur. Bon. Donc, personne n'est parfait, mais tout le monde est utile. Il faut connaître sa place. Moi, je pense avoir trouvé ou commencé à mieux comprendre ma mission de vie. Et ce qui m'inspire justement, c'est de me dire qu'il faut que je fasse le maximum, que j'exploite au maximum le temps qui m'a accordé dans cette aventure terrestre qui n'est qu'une parenthèse, n'est-ce pas? Puisque nous ne sommes pas que des enveloppes charnelles, hein. C'est pour le voyage qu'on nous a prêté ce véhicule. Mais pendant que nous sommes ici, que pouvons-nous faire? Je ne peux pas être né en Afrique dans les années 80 et être témoin des difficultés que la jeunesse vit actuellement et va continuer à vivre. Parce que ça va être pire. Et ne pas apporter ma pierre à l'édifice si j'en ai les capacités. Tout le monde ne va pas se lever pour faire ce que je fais et moi je ne ferai pas ce que les autres font, n'est-ce pas? Mais dans mon couloir, j'estime que je peux amener les gens à s'améliorer en tant qu'être. Tout ce que je fais est relié à deux choses. Pour répondre à ta question, mes différents projets, mes différentes activités, c'est toujours dans le sens du développement personnel et de la promotion de l'entrepreneuriat. Comme je dis, aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Pour l'exploiter, il faut déjà en prendre conscience. C'est là que le développement personnel est indispensable. Je suis de ceux qui pensent que c'est plus qu'indispensable, surtout dans nos pays africains, francophones de surcroît, où nous ne sommes pas forcément de nature à être très proactifs. On laisse beaucoup venir, on est attentiste, on est résigné, on attend que tout vienne d'un Dieu lointain, parce qu'on pense que c'est le Dieu lointain qui va tout faire, alors que Dieu ne t'aide que quand toi-même tu apportes quelque chose, n'est-ce pas, au genou pour le porter à ta tête. Donc il y a du développement personnel qu'il faut faire, et il faut le faire de plusieurs manières. Moi j'écris des ouvrages, parce que l'Afrique, selon moi, a péché longtemps. Nous avons une terre qui est extrêmement riche en enseignements, en culture ancestrale, en connaissances, en sagesse, mais nous n'avons pas écrit autant que d'autres peuples. Je parle de l'ère moderne. La tradition orale est ce qui a prévalu. C'est bien, mais malheureusement aujourd'hui la tradition écrite est très importante. Si vous voulez passer aux générations qui suivent les sagesses d'une époque donnée, il faut écrire. Donc moi je milite pour que ceux qui ont une expérience militent. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde ne va pas écrire, mais il faut plus de personnes pour le faire. Et le but, c'est d'aider ceux qui viennent après nous, et même nos contemporains, à faire moins d'erreurs que nous et à aller plus vite. Contrairement à ce que les gens pensent, pour moi l'écrivain, le conférencier, le formateur, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup de ses succès. C'est quelqu'un qui vous parle beaucoup de ses échecs, même s'il ne vous le dit pas clairement. Parce que ce qu'il vous apprend, c'est comment ne pas faire certaines erreurs, ce qu'il faut faire pour avancer, n'est-ce pas? On apprend plus de nos, enfin à mon sens, on apprend plus de nos échecs que de nos succès. Ah oui, clairement. Bon, donc, les ouvrages que j'écris, c'est vraiment pour que les générations à venir aillent plus vite, et même celles actuelles. Quand j'écris Apprendre à entreprendre, qui est un guide pratique d'initiation à l'entrepreneuriat pour les jeunes, c'est vraiment pour que le plus tôt possible, les gens puissent intéresser leurs enfants à cela, et que même les plus grands, les étudiants, parce qu'on a des lecteurs jusqu'à 30-35 ans sur cet ouvrage, puissent avoir des conseils, un guide, pour pouvoir avancer convenablement. C'est un peu ce que je fais avec l'écriture. Donc je parle de développement personnel, je parle d'entrepreneuriat. La musique, ce n'est pas récent, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a des gens qui m'ont connu à travers mon aventure entrepreneuriale depuis 2010-2011 quand je suis rentré au Bénin, après mes études et que je me suis lancé. Et en réalité, ceux qui me suivent depuis plus longtemps savent que je fais de la musique depuis 2001-2002. J'étais en classe de première terminale quand j'ai commencé. J'ai monté le Takako Records avec SAM, Nesta, BMG, etc. C'était une passion. Moi, je suis arrivé par la musique grâce à l'écriture. Donc, ma première passion, c'est l'écriture. Et ça reste l'écriture. Mais j'ai trouvé que le rap était une forme d'expression intéressante parce qu'on peut écrire beaucoup de choses sur un laps de temps court. C'est-à-dire que vous voulez écrire, comme on dit, un 16 mesures, un couplet, tu peux avoir, en fonction de ton débit, tu peux avoir toute une page ou une page et demie. Donc moi, j'aime jouer avec les mots, j'aime bien tout ce qui est technique, donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et j'ai commencé la musique depuis cette époque-là. Donc on a eu un certain succès avec Takako Records. Après, chacun d'entre nous est allé un peu dans tous les sens parce que
il fallait continuer les études. Bon, un certain nombre d'entre nous continuaient les études, donc moi je suis parti de mon côté, les autres ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y a eu donc des carrières solo. Ok. Et moi j'ai continué, j'ai sorti un album en 2007. Tu es allé faire tes études? Oui, je suis allé faire mes études au Ghana après le bac. Quand j'ai eu mon bac, c'était en 2002. J'ai eu mon bac en 2002, j'avais 16 ans, donc j'ai négocié avec ma mère pour avoir une année, entre guillemets, presque sabbatique. C'est-à-dire que j'étais inscrit à la fac de droit du campus d'Abomey et Calavi, mais j'y allais quasiment pas. Et je préférais passer du temps avec un ami qui avait ouvert un prêt-à-porter. C'était à l'époque des prêt-à-porter où on vend les fringues pour jeunes, là, qui y a un peu partout aujourd'hui. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, il avait une clientèle folle. Il allait acheter, je crois, des pays voisins et puis plus loin. Bref, évidemment, il n'y avait pas ses sources. Et il revenait vendre. Donc, moi, je passais le plus clair de mon temps cette année-là, parce que j'aimais le business déjà depuis, hein, comme je l'ai dit. Et je regardais faire, je l'aidais à vendre, etc. J'allais un peu à la fac de droit. Et l'année qui a suivi, je suis allé au Ghana pour y faire un proficiency qui devait durer 2 ans. Je l'ai obtenu en une année et après, je suis parti en France pour suivre un cursus qui m'a permis, au bout de 5 ans, d'obtenir un master en management interculturel et traduction. Donc, c'est un double diplôme. Et donc, j'ai suivi ce cursus-là dans une école supérieure à Paris. C'est au terme de cette belle aventure, parce que ça a été vraiment pour moi très, très inspirant de découvrir d'autres cultures, comme au Ghana, voyager, ça ouvre l'esprit, n'est-ce pas? Et c'est au terme de tout ça que moi je suis rentré, parce que pour moi, c'était presque logique. Dans ma tête, je m'étais dit, je rentrerai en Afrique. Bénin ou pas, pour moi, c'était l'Afrique. Et je me suis toujours dit, il y a des choses à y faire, il y a beaucoup de choses à y construire. Donc, je suis rentré. Et là, j'avais mon deuxième album solo, justement, que je venais de finir d'enregistrer avant de revenir au pays. Je l'ai donc promu avec le single Jeanne d'Arc-en-Ciel, qui a beaucoup tourné. Hommage à ma mère et à toutes les mères du monde. Et après ça, quand je suis arrivé, les premiers mois, je les ai consacrés exclusivement à la promotion de mon album. J'avais d'autres plans, mais je voulais faire ça d'abord. Mais moi, j'ai toujours le côté business. Même quand je fais de la musique, je veux dire, pour moi, il y a du business un peu partout. J'ai passé un peu plus de 4 mois avec mon manager. Quand je suis arrivé, qu'on a sorti l'album, j'ai dit à mon manager de l'époque, qui était Jasmin Arfoussin-Guézo, qui avait une très belle aura parce qu'il était sur une émission à la télévision qui était très suivie. Et j'ai dit, on va capitaliser sur la période de notoriété que j'ai avec cet album et ta notoriété à la télé. Voilà ce qu'on va faire. Si tu es partant, pendant 4 mois, on va considérer que vendre notre album, c'est un job. Sans tambour ni trompette, on a vendu plus de 3000 albums. Oui, quand même. De l'album Irresistible dans ce Cotonou. Ce n'est même pas le Bénin. Et ça, c'est sans faire de bruit. Il y a très peu de gens qui sont au courant de ça. J'en parle dans mon livre Jusqu'au bout, j'irai. Qu'est-ce qu'on faisait? Les matins, on allait se poser dans un petit salon de thé ou un glacier. Je ne citerai pas les noms, mais en tout cas ceux qui étaient les plus populaires à l'époque, on savait que les gens passaient par là pour prendre le petit-déj. Ok? Donc on se pose, on prend un thé, un chocolat chaud, un croissant, tout ce qu'on veut. On va rester là 1h30, 2h. Notre journée de travail à nous, elle a démarré. Et à chaque fois qu'on voit des jeunes cadres arriver s'installer, enfin on suppose que ce sont des jeunes cadres, ben, on a le même manège. Jasmin, mon manager, se lève. Lui, il était toujours habillé en costard. À l'époque, moi aussi, j'étais souvent, je portais des cravates. Oh, ça remonte, ça fait longtemps que je n'ai plus porté des cravates. Je ne mettais pas vraiment de costume, mais c'était vraiment chemise, pantalon et tout ça. Et j'ai toujours eu, même vestimentairement, un peu ce look. Moi, j'ai jamais mis de jean en dessous de la ceinture ou quoi. Enfin, j'ai jamais été dans les codes vestimentaires du hip-hop à 100%. C'est juste ma personnalité. C'est pas que ce soit bien ou mauvais, c'est juste ça. Mais du coup, ça facilitait l'accès et le début de la conversation. Jasmin, il se lève, il est en costume, il va voir des gens qui sont en train de manger, il s'excuse, pardon de vous déranger, et puis c'est quelqu'un qui a le bagou aussi. Donc il se met à parler avec eux, il leur dit, je veux vous présenter, tac, tac, il leur montre la pochette, et sur la pochette, j'avais un costume et un nœud papillon. Donc voilà, tout de suite il arrive à vendre l'image du rappeur qui n'est pas forcément aligné sur les codes urbains et qui est plutôt lyriciste, parce que moi, dans ma musique, c'est vraiment le travail des textes qui m'intéresse, n'est-ce pas?
Et comme ça, lorsqu'il finit son speech là, en 2-3 minutes, moi je ne les regarde pas. C'est toujours le même scénario. C'est un peu comme si je suis même pas au courant qu'il allait le faire. Et après, quand les gens sont décidés à l'acheter, on m'appelle, je dis bonjour, tout ça, je fais une dédicace. L'album, on le vendait à 2000. Il y a de nombreuses personnes qui donnaient 5000, qui refusaient de prendre la monnaie, qui disaient garder la monnaie. On faisait ça le matin. Ensuite, on allait dans certaines universités privées de la place où on avait des amis dans l'administration. On essayait d'en vendre un peu à quelques étudiants. C'est pas là qu'on en vendait le plus. À midi, on retournait dans les petits maquis restaurants où les mêmes cadres de notre génération et un peu plus âgés allaient manger, même manège, et le soir, on était dans les bars lounge. Donc en fait, de tout ce qu'on vendait, on retirait une partie pour les repas, et le reste, c'était pour nous. On a fait ça pendant, oui, à peu près 4 mois, on a vendu plus de 3000, 3500 albums. Il y a un jour, je me souviens, où nous en avons vendu plus de 55. Ah ouais. Vous avez un espoir quand même. Ah oui, non, mais c'était énorme. C'était énorme, c'est-à-dire on ne faisait pas de promo extraordinaire et tout, mais on était, pour moi c'est le street marketing ça, c'est-à-dire qu'on était au contact du public et on savait où était notre public. Moi j'ai jamais fait une musique qui est forcément mass market, parce que les thèmes que j'aborde, c'est pas ce qui intéresse forcément le plus grand nombre ou les plus jeunes en général, qui ont envie de danser, écouter un petit peu des messages un peu plus légers. Donc on n'allait pas vers ce public, on savait où était mon public. Des gens qui aiment les paroles bien écrites, qui aiment la recherche de thématiques, etc. Et voilà comment est-ce que j'ai fait ça pendant un petit moment. Puis après, j'ai fait l'Institut français, la grande scène. Ça a été un moment extraordinaire. C'était en 2011. Et puis après ça, bam, j'ai mis ça en parenthèse. J'ai dit, je pense que j'ai fait le tour par rapport au marché qu'est le Bénin et au type de musique que je fais. Il faut être réaliste. Ça fait partie des qualités qu'un entrepreneur doit développer. Maintenant, tu fais quoi? Donc, évidemment, pendant que je faisais déjà la musique et tout ça, là, la promo, je faisais déjà du consulting en communication, en marketing, en traduction aussi, puisque j'ai un double diplôme de traducteur également, management et traduction. Et après, j'ai ouvert ma première entreprise en 2011, je pense, en 2011, début 2012, qui s'appelait Pyramids Consulting. Et là, voilà, on a fait du conseil, etc. Après, il y a eu plein d'autres initiatives entrepreneuriales. C'est comme ça que je suis vraiment rentré dedans. Mais moi, la musique, pour moi, c'était déjà une façon d'entreprendre. Et avant ça, j'avais déjà créé l'association Façonner l'avenir en 2008, pendant que j'étais étudiant. On avait déjà organisé un gala de charité culturelle avec beaucoup d'artistes très connus à l'époque, Zénab, à Diamant Noir, plein d'artistes qui étaient venus au gala de charité culturelle en 2008 gratuitement. On avait collecté des fonds, on avait offert justement en 2008 des fournitures à la rentrée scolaire à un peu plus de 100 élèves issus de situations un peu difficiles. Donc ça, c'est un autre volet de mes activités que je continue d'ailleurs. FA qui est devenu Façonner l'avenir, toujours FA, et qui est une association qui œuvre dans l'humanitaire. On offre des vêtements, on offre des fournitures aux populations défavorisées, mais on accompagne aussi beaucoup maintenant justement dans la vulgarisation et la promotion de l'entrepreneuriat. Donc c'est connecté à tout le reste. Quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Mais là, je te demande quelle est ta vision de l'afroprenariat. Je sais que tu es un très très grand afropreneur. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer? Avec plaisir. Avant de parler de l'afroprenariat, je pense qu'il faut quand même parler de l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne peut pas parler d'afroprenariat sans entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très simple. À chaque fois que j'ai l'opportunité de donner une définition, que ce soit avec les plus jeunes, qu'on encadre, qu'on forme, ou les plus âgés, je garde la même définition. Les choses simples sont celles qui restent le plus. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça consiste à identifier un problème dans une communauté, trouver une solution à ce problème-là et parvenir à monétiser ou rentabiliser la solution qu'on trouve. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, parce que vous trouverez des milliers de définitions, tout le reste pour moi, ça vient en plus. Mais le fond, c'est ça. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui solutionne. C'est quelqu'un qui vient corriger, régler, soigner un problème, un manque, un besoin. L'afropreneuriat, qui est donc un néologisme, un mot valise entre afro et entrepreneuriat, c'est entreprendre à l'africaine, si on peut le dire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est différent, l'afropreneuriat de l'entrepreneuriat? Je pense qu'en grande partie, on retrouve les mêmes composantes. Mais, évidemment, chaque environnement étant différent, il y a des particularismes sur notre marché. Et il y a donc cette nécessité-là de pouvoir considérer les particularités de chaque marché pour s'adapter et développer un entrepreneuriat viable qui fonctionne.
Je suis assez peiné, je reviens sur les livres, les ouvrages, de constater que les générations qu'il y a eu avant nous, ce qu'on appelle nos grands frères, nos aînés, n'ont pas suffisamment écrit, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas écrit. En tout cas, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a très peu d'ouvrages, très peu de documents qui existent. Autrement, nous aurions fait moins d'erreurs, on serait allé plus vite. C'est pour ça que nous devons, nous, maintenant, faire en sorte de documenter nos travaux. Et pour moi, ça fait partie de la vie d'un infopreneur. Tous les infopreneurs ne sont pas des écrivains, tous n'écriront pas, mais ceux qui ont cette capacité qui le fassent. Ceux qui n'en ont pas la capacité, parce qu'ils ne sont peut-être pas doués pour écrire, ils ont d'autres dons, mais qu'ils fassent recours à des personnes qui écrivent, qu'ils fassent recours à des ghostwriters. Il y a des bibliothèques entrepreneuriales vivantes qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui ont des parcours extraordinaires autour de nous, qui ont, même des jeunes, 40, 50 ans, ils ont encore le temps, mais des gens qui ont 50, 60, 70, etc., qui ont des parcours hallucinants, inspirants, et qui n'ont rien écrit. On ne peut savoir ce qu'ils ont fait qu'à la mesure des bribes d'informations qu'on retrouve ça et là dans les recherches sur Internet, ce qui reste très, très, minime par rapport à ce qu'ils ont accompli. Or, c'est des gens dont le savoir et les chemins, les parcours doivent être vulgarisés pour inspirer les autres. Un des problèmes de notre continent, c'est ça. Et je reviens sur l'Afrique francophone. Je fais toujours une scission entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Moi, je fréquente beaucoup l'Afrique anglophone. Et comme les Américains chez les Occidentaux, les anglophones en Afrique sont vraiment différents de nous. Ils ont un mindset très différent. Vous allez vous rendre compte que très tôt, ils sont déjà dans le business. Vous allez au Ghana, ils ont un pied à l'école, un pied dans le business à partir du secondaire, beaucoup d'entre eux. Et ils urgent qu'on puisse développer un petit peu ce mindset. C'est un problème de mindset. Comment voulez-vous que les jeunes aient envie d'entreprendre lorsqu'ils n'ont pas eu suffisamment de références de succès par rapport à ça? Replongeons-nous dans le contexte de notre adolescence. Enfin, je vais parler de ce que moi je connais. Enfant du milieu des années 80, quand j'avais 10 ans, 11 ans, donc ça fait le milieu des années 90, j'étais donc à la phase de la vie où on commence à rêver beaucoup, n'est-ce pas? On commence à penser un peu plus à ce qu'on va faire plus tard. On n'est plus dans les métiers de 4-5 ans où tout le monde veut être pilote, médecin, c'est ce qu'on va dans les dessins animés. On commence à avoir d'autres perspectives. Tu regardes dans ton quartier, ok? Tu commences à comprendre à 10-12 ans que dans ce monde-là, ici où nous sommes, sur Terre, l'argent est important. Même si ce n'est pas le plus important, ça compte énormément. Encore qu'à cet âge-là, tu n'as pas les notions de l'argent, ce n'est pas le plus important. Ça, c'est des considérations qui viennent avec la maturité. Donc, tu te dis, comment je vais faire pour gagner ma vie quand je serai plus grand? Tu regardes dans ton quartier, là où tu vas voir les modèles, sachant qu'il n'y avait pas Internet. Ok? Donc, on ne pouvait pas être inspiré par tel ou tel ailleurs. Aujourd'hui, toute personne qui a un téléphone peut parler d'Elon Musk, de ci, de ça. Non, on n'avait pas ça. Donc, tu regardes dans ton quartier, tous ceux qui avaient des maisons à étage et des voitures 4x4, qui étaient les symboles de réussite, ce qui évidemment n'est pas le cas quand on creuse, mais ce sont les symboles extérieurs. C'était qui? Des gens qui étaient dans l'administration douanière, des gens qui étaient aux impôts, des transitaires, quelques commerçants, je ne dis pas entrepreneurs, commerçants qui font de l'achat-revente, etc. À quoi peuvent aspirer les adolescents? Les politiciens, c'est ce qu'on voyait. On dit la maison là, c'est pour le tonton là, il est politicien. Lui là, il travaille à la douane, etc. Et je ne suis pas en train d'incriminer parce que moi, mes parents sont des fonctionnaires de l'administration douanière. Donc je n'incrimine pas, je ne fais qu'exposer. C'est pour dire que le rêve était limité à ces fonctions, ces professions. Donc les gens n'ont pas grandi en se disant je veux être entrepreneur. On ne savait même pas, parce que c'est des termes qui sont très nouveaux. Aujourd'hui, si l'on ne fait pas attention, on va se retrouver également avec un effet miroir, puisque la société est le miroir de la société. Hein. Et ce n'est pas étonnant qu'on ait eu la promotion de la cybercriminalité pendant longtemps. Parce que les gens ont vu, les jeunes ont vu à une époque que ceux qui arrivaient à s'en sortir et à flamber, donc à faire croire qu'ils étaient riches, ils étaient peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas ceux qui montraient ces signes-là, c'était des gens qui étaient dans cette voie. Lorsqu'on prend également un autre fléau qui mine notre jeunesse, la prostitution, parce que ce sont des choses dont il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de jeunes femmes empruntent ce chemin pendant que beaucoup de jeunes hommes empruntent le chemin de la cybercriminalité? C'est le fait d'avoir devant des modèles, entre guillemets,
ou des références de personnes qui s'adonnent à ce genre de pratique, quelle que soit la forme, parce qu'aujourd'hui, la prostitution, elle existe sous plusieurs formes. Elle est professionnalisée, maquillée, elle est même rendue, elle est rendue glamour. Clairement. Elle est rendue glamour à travers les réseaux sociaux. Ouais. Donc vous voyez des profils dont tout le monde sait en fait que le fonds de commerce, c'est l'échange ou le marchandage du corps, mais qui vendent ça de façon tellement glamour que ça donne envie à des jeunes filles d'être dans des jets pour prendre des photos, de se retrouver à Dubaï, etc. Sachant pertinemment que derrière, ce qui finance tout ça, c'est telle activité. Donc on a un problème de représentativité qu'il faut régler. C'est bien, les entrepreneurs à l'échelle mondiale sont en train d'être plus représentés. Ce sont des rockstars aujourd'hui, hein, les entrepreneurs. En Afrique aussi, ça commence. Et moi, je suis content quand je vois dans nos environnements des entrepreneurs qui sont connus, qui ont de l'influence, qui ont de l'impact, parce que ça envoie un message. Attention, je ne suis pas de ceux qui disent que l'entrepreneuriat, c'est facile. Je suis le premier à taper sur les doigts de tous ceux qui disent ça. Je fais la promotion réaliste de l'entrepreneuriat, simplement parce que les gens n'ont plus le choix aujourd'hui. Nous, on a entrepris par passion. Désormais, il y aura ceux qui entreprendront par passion, qui seront peut-être 5%. Et 95% des jeunes Africains seront obligés d'entreprendre par défaut. Il suffit de regarder les chiffres du chômage, le décrochage scolaire, l'inadéquation des cursus scolaires et universitaires avec les besoins du marché. Et tout le reste pour comprendre que c'est terminé. Le salariat, le fonctionnariat, très peu pourront y avoir accès. Donc, vous allez devoir apprendre à entreprendre, de gré ou de force. En 2050, nous serons 2 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Rien qu'en Afrique subsaharienne, il y aura plus de 2 milliards d'habitants, avec plus de 50% de la population âgée de moins de 25 ans. Vous imaginez les défis? Si on ne règle pas ça et que les gens ne commencent pas à s'autonomiser, à créer des unités économiques, aussi petites soient-elles, c'est la porte ouverte au terrorisme, à la prostitution, à la cybercriminalité. On ne peut pas combattre toutes ces choses si on n'offre pas des solutions viables en face. Voilà pourquoi nous, on est très engagés dans la promotion et la formation, justement, à l'entrepreneuriat pour aider les uns et les autres à se prendre en main et essayer de construire leur avenir. Est-ce que tu te dis que c'est en Afrique aujourd'hui que tout se joue? Parce que cette pensée est quand même suffisamment répandue. Oui, elle est très répandue. Alors, je ne dirais pas que tout se joue en Afrique. Moi, je suis assez modéré. Je n'aime pas les partis pris qui sont catégoriques. On aime beaucoup ça parce que c'est à la mode. En fait, si tu veux avoir de la popularité, il faut tirer sur quelqu'un. Il faut avoir un ennemi. On dit qu'en marketing et en stratégie d'ailleurs généralement, si tu n'as pas un adversaire, un ennemi, tu ne peux pas aller loin. La preuve, bien que n'étant pas amateur de foot, je n'y connais quasiment rien, mais je sais qu'il y a toujours, quelles que soient les époques, il y a toujours 2 gros challengers. Aujourd'hui, tu vas avoir les pros Messi, les pros Cristiano. D'accord? Tu prends le basket à la NBA, c'est toujours pareil. Il y a toujours 2 grandes stars qu'on met en opposition. Et c'est les médias qui jouent à ça parce qu'il faut qu'il y ait de l'opposition pour qu'il y ait de l'entrain, pour que les gens aillent s'accrocher. Tu prends des artistes, on te dira que dans le rap ou dans la pop, à un instant T, il y a toujours 2 gros leaders. C'est toujours comme ça. Comme en politique, même celui qui n'a pas d'adversaire doit s'en fabriquer un. Pour donner l'illusion de combattre contre quelqu'un et avoir donc, on va dire, des gens qui se rallient à sa cause. Alors moi, pour revenir à ta question, je suis modéré. Tout ne se joue pas en Afrique. Beaucoup de choses se jouent en Afrique. C'est une logique implacable. Nous avons un retard certain. Il faut arrêter de se voiler la face. Moi, je dis, quand on veut se soigner, il faut reconnaître qu'on est malade. Nous avons pris du retard sur l'époque. L'Afrique a connu sa grandeur, mais moi, je suis agacé en fait par les discours mémoriels où on passe du temps à dire l'Égypte, c'était nous, on a créé ici. En fait, ça m'agace. C'est une réalité. Mais ça ne change pas l'actualité. Nous avons eu notre temps de gloire. La Chine a eu son temps de gloire. La Perse, la Rome, quasiment tous les peuples, à un moment ou à un autre, ont dominé le monde. La Chine devrait nous inspirer parce que le grand empire que c'était est tombé tellement bas il y a quelques décennies que personne n'aurait pu imaginer qu'on retrouverait la Chine au sommet du monde actuellement. Pourtant, c'est la vraie première puissance économique aujourd'hui, parce que les médias occidentaux ne le révèlent pas. Mais ça, c'est un exemple. Pour moi, c'est ce que nous devons faire. Le retard de l'Afrique à l'ère contemporaine, je précise, que ceux qui nous regardent comprennent qu'on parle de maintenant. On reconnaît notre grandeur passée. Il faut aller justement la reconquérir. Et pour cela, ce retard-là,
il faut le combler grâce aux opportunités. Lorsque vous arrivez quelque part et que tout est à faire, ça veut dire qu'aucun entrepreneur sérieux ne peut se plaindre en Afrique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup à jouer. Puisqu'il y a tant de problèmes, les systèmes de santé sont défaillants. Le système éducatif a encore beaucoup à faire. Au niveau de la culture, nos industries ne sont pas encore bien construites. Citez-moi un seul secteur dans lequel nous sommes aujourd'hui plus structurés que les Occidentaux. Il n'en existe pas. Et justement, c'est un avantage. Parce que si on le comprend, on va apporter des solutions. Moi, je n'ai pas inventé le cuicui lorsque j'ai lancé Daelia. Je veux dire, ce sont nos ancêtres qui ont créé cette recette depuis des millénaires. Depuis, je ne sais même pas quand exactement. Mais j'ai vendu le cuicui différemment. Ce que nous pouvons faire, c'est ça justement. C'est nous approprier notre patrimoine à tous les niveaux, historiques, culturels, scientifiques, même spirituels, et voir comment on le modernise. Même au niveau de la spiritualité, avec toute la puissance que nous savons avoir en Afrique, je pense qu'il y a du travail à faire encore dans la façon de marketer les choses. Quand vous voyez les temples en Inde, qui sont devenus des instruments touristiques, c'est-à-dire qu'il y a du tourisme spirituel qui est fait. Ce sont des choses que nous pouvons également bâtir. C'est pour dire que dans tous les domaines, en fait, on peut gagner de l'argent. Donc, beaucoup de choses se jouent en Afrique. L'actualité nous enseigne également que de façon géostratégique, l'Afrique, ça va être le cœur de la nouvelle carte, on va dire, géostratégique du monde, simplement parce que, évidemment, nous avons beaucoup de ressources, comme on le sait, et les gens se les disputent, et aussi parce que, encore une fois, tout est à faire. Regardez bien les multinationales. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, avec le développement économique que l'on connaît, que l'on aime ou que l'on n'aime pas ceux qui dirigent ce pays aujourd'hui, il faut reconnaître que depuis une dizaine d'années, il y a une sorte de moi, j'aime pas les termes miracle ivoirien, mais il y a une certaine évolution économique, avec ses revers, c'est vrai, mais elle est là. Par contre, qui sont ceux qui impulsent cette évolution ? Ce sont majoritairement les multinationales occidentales qui viennent apporter des solutions à des besoins qui sont sur place. Donc, quand nous-mêmes, on va commencer à exploiter davantage nos problèmes qui sont des besoins et qui sont des opportunités pour l'entrepreneur, à ce moment-là, on pourra vraiment exploiter tout le potentiel de l'Afrique. Donc, c'est the place to be, selon moi. Enfin, un des endroits, en tout cas, il faut être, même si on est ailleurs, je pense qu'il faut garder un pied en Afrique. Il faut surtout savoir saisir les opportunités au passage, au vol, et capitaliser là-dessus. Je rebondis sur notre célèbre Kouikouli, qui était le produit phare de ta marque Daelia. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le concept et comment tu es arrivé à cette transformation d'un produit très, très, très populaire banal que tu as rendu, que tu as internationalisé, si je peux le dire comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, l'histoire de Daelia, de Cuicui d'Angoli, c'est une histoire assez particulière. C'est un peu comme ces histoires qu'on retrouve dans les films hollywoodiens où on se dit « Ah, mais franchement, c'est trop beau pour être vrai », parce que c'était absolument pas prémédité. Moi, j'ai jamais envisagé de me lancer dans l'agroalimentaire, ça faisait pas du tout partie de mes plans. Comme je l'ai dit, j'avais une agence de com, je faisais de la stratégie, de la communication 360 degrés. C'était ma première boîte officielle, puisque j'avais fait d'autres choses avant. Et cette idée m'est venue un soir. Alors, elle a d'ailleurs été motivée par mes galères de l'époque. Je vous explique rapidement. Je pars de chez ma mère en disant je veux être entrepreneur, donc, enfin je suis déjà entrepreneur, donc il faut que je me prenne en charge. Okay, il faut que j'aille affronter la vie pour voir si je peux payer mon loyer, l'électricité et tout ça. Elle me dit non, tu peux rester un peu, il y a de la place à la maison. Je lui dis merci maman, c'est bien gentil, mais mon sens des responsabilités m'oblige à aller affronter les choses de façon réelle. Donc je prends un appartement, je scinde le salon en deux parce que je ne pouvais pas prendre de bureau. Et une partie du salon, c'est le bureau. De l'autre côté du rideau, c'est le séjour, le salon même. Mais je passais quasiment tout mon temps justement au bureau. J'avais des anciennes tables que ma mère a eu la gentillesse de me laisser. Et des ordinateurs vraiment, on va dire, d'une autre époque, peut-être Seconde Guerre, qu'un ami m'a permis d'acheter à 3 fois rien. C'était le budget de départ, donc je me lance. Et je suis souvent donc dans cet espace à travailler pour mes clients, à coordonner les tâches avec les graphistes et tout ça. Et un soir, je me retrouve plongé dans mes pensées. Je ne dirais pas désespéré, mais très préoccupé. Parce que l'échéance du loyer arrivait, j'avais plein de choses à gérer financièrement et je n'avais pas de rentrée. Dans le service,
ce que je faisais à l'époque, vous savez, dans le service, vous avez souvent de l'argent dehors, comme on dit. C'est-à-dire, vous faites une prestation de service et le client vous doit, il va vous payer, il vous a donné un acompte, après vous allez passer 5 ans, j'exagère un peu, hein, à récupérer vos sous. Mais j'avais pas de sous ce soir-là et je réfléchissais à comment faire. Et donc, je me suis dit, bon, franchement, il faut que je trouve une solution ce soir. Et j'avais envie de délayer du gari. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, et je trouve que c'est également un de nos problèmes, nous sommes très complexés. Hein, on aime souvent être plus blanc que les blancs. Moi, je suis très admiratif des Ivoiriens dans leur relation avec le Hatcheké, par exemple. L'Ivoirien ne va jamais qualifier ce plat-là, mythique Hatcheké, d'un plat de galère ou d'un plat de seconde zone. Il peut te rappeler que, quand c'était dur là, tu te souviens, on mangeait gaba, c'est-à-dire vraiment Hatcheké sec avec tomate, tout ça. Mais il ne te dira pas ça avec de la condescendance. Malheureusement, chez nous, au Bénin, jusqu'à présent, et je le dis parce que j'ai été dans le domaine, puisqu'on va en parler, et longtemps j'ai vu des réactions, quand les gens parlent, même des jeunes qui sont encore des étudiants, dès qu'ils ont un tout petit peu d'argent, le 30 000 du premier stage, ils te disent parfois, moi j'ai vu des commentaires en ligne, des posts, non, ça c'était les repas de galère, moi je ne peux, nous aussi de galicimien, ce qui veut dire dans notre langue, moi je ne peux plus délayer le gari. C'est dommage, le patrimoine culturel, c'est le plus important. Vous n'allez pas acheter une pizza au prix auquel vous l'achetez au Bénin, en Italie. Si vous ramenez en termes de pouvoir d'achat, le burger n'est pas un aliment de luxe ou de farotage quand tu vas aux États-Unis. Donc ce que vous avez chez vous, qui est basique, c'est ça qu'il faut exporter. Je m'en suis rendu compte plus tard. Cette petite parenthèse, juste pour dire que quand je voulais prendre mon gari délayé ce soir-là, c'était par plaisir, parce que moi j'ai toujours aimé ça. Bon, je suis un enfant d'Agoni, de père et de mère, c'est peut-être ça qui joue. J'adore le gari. J'ai fait mon délayage royal malgré ma galère de ce soir. J'ai mis des glaçons, de l'eau, j'avais du cuicui, du lait, lait des mains. Donc j'ai mis beaucoup de lait pour ceux qui ne comprennent pas fond. Et pour moi, c'était donc le bon repas du soir. Et au moment de manger ce gari délayé, je me suis retrouvé comme d'habitude à casser le cuicui. Parce que le cuicui traditionnellement, ce sont des bâtonnets. Bon, après, il y a eu évidemment quelques autres formes. Mais moi, j'aime casser, j'aime voir ça nager dans le gari délayé. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais honnêtement, c'est dans ces instants-là qu'on se rappelle ou qu'on se rend compte que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a des énergies au-delà de nous qui interagissent avec nous, même quand on ne le sait pas. Parce que je n'ai aucune explication logique jusqu'à ce jour. Et croyez-moi, j'ai eu le temps d'y repenser. Comme c'est quand même un projet qui a connu du succès, j'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, j'ai écrit là-dessus. Je ne sais pas comment est-ce que je me suis dit ce soir-là la chose suivante. Pourquoi est-ce que depuis que moi, Régis, je suis né, le cuicui, je ne l'ai connu que sous trois formes différentes. J'ai connu les bâtonnets. En grandissant, il y a eu une forme genre de bracelet et une forme un peu escargot, là, enroulée. Mais c'était tout. Moi, je ne connaissais pas d'autres formes de cuicui. Mais est-ce qu'il y en a d'autres déjà? Je ne sais pas. Maintenant qu'on le dit, moi-même, je n'en connais pas d'autres. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, grand public, moi, je ne connaissais pas. Et ce soir-là, ce que je mangeais tous les jours, sans m'être fait cette réflexion, je me suis fait cette réflexion et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que on ne pourrait pas avoir des formes différentes? Voilà comment j'ai passé toute la nuit. Parce que moi, j'ai un problème. Quand j'ai une idée, en fait, je suis presque possédé. C'est-à-dire que quand je ne commence pas à mettre des trucs sur papier, enfin, ça m'obsède. Donc, j'ai passé toute la nuit à me dire, mais quelle forme ça pourrait prendre? Et j'ai pensé aux M&M's. Je me suis dit, mais c'est des petites boules, c'est comme des billes, ce serait pratique, ce serait joli, nanana. Bon. Donc, c'est parti vraiment comme ça. Et donc, le matin, après une nuit très courte, j'ai dû dormir 2-3 heures, j'appelle ma mère, je lui dis, maman, écoute, j'ai une idée, je vais faire du cuicui. Elle me dit, mais ma mère, c'est la personne qui m'a toujours soutenu, j'ai vraiment cette chance-là, mais on a un rapport, on est très proche, mais on a également un rapport très franc. Donc elle me dit, non mais Régis, qu'est-ce que tu as encore trouvé comme idée? Ça cuicui dit, mais en fait, tu fais tellement de choses, tu es sûr que ça vient d'où? Donc je lui explique un peu mon raisonnement. Elle me dit, ouais, bon, ok, je comprends ce que tu dis, mais je sais pas. Je dis, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me connectes avec des gens qui fabriquent du cuicui. Est-ce que tu en connais? Et donc, elle a rigolé un peu parce qu'elle était surprise, mais bon, habituée un petit peu à
mes C'est éclats. gentil. Donc je suis allé vers des dames. À l'époque, hein, au début, on travaillait avec des dames qui fabriquent du cucuy, hein, conventionnel, traditionnel. Et je leur ai dit, écoutez, moi je veux des boules, je veux des boulettes. Je leur montre un petit dessin là. Elles me disent, ah, mais ça va être difficile, hein, monsieur, parce que c'est très petit, on n'a pas de machine, ça va demander beaucoup de boulot, et donc ça va coûter cher. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, j'ai de l'argent. J'avais à peine 30 000 francs à ce moment, c'est-à-dire tout ce que j'avais, c'était 30 000. J'ai commandé, j'avais 30 000, et il y a 15 000 que je devais envoyer pour régler une facture. Donc, en fait, tu avais 15 000. J'avais 15 000 francs, c'est vraiment tout ce qui me restait. Donc j'avais ma moto. J'arrive là-bas, boum, boum, et je leur fais croire que non, l'argent, c'est pas un problème, tout ça, mais qu'on va d'abord faire un petit test, quoi. Donc, je fais une petite quantité d'abord. Je commande du cuicui pour 5 000 et je leur demande de vraiment faire des petites boulettes. Et je rentre chez moi, mais j'étais vraiment excité. C'est pour ça que je suis convaincu qu'à un moment donné, la Providence a entendu mes prières parce que je traversais une période très difficile, mais elle s'est appuyée sur les dons qu'elle m'a donnés en disant débrouille-toi avec ta créativité et fais ce que tu peux. Je rentre chez moi, je fais un logo vite fait moi-même là, je bidouille un truc, je l'imprime avec la petite imprimante là, hein, tout de suite tac tac sur du papier, je découpe tac 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 avec des ciseaux et la colle d'écolier, mais vraiment c'est le bricolage, le système D, et j'appelle un ami à qui je dis qui connaît très bien le marché, je dis s'il te plaît, va à Tokwa, j'ai besoin des petites bouteilles de sérum recyclé là. Allez, il faut m'en prendre 30. Tout ça, c'est dans les 15 000 que je le faisais. Le plus pour 5 000, les bouteilles, je crois que ça devait faire 3 000 ou je sais plus quoi. Et il les a ramenées le soir, il m'a aidé à les laver, j'ai séché ça sur la petite terrasse, on a découpé toutes les étiquettes, pas sur le papier A4, on a collé. J'ai récupéré le cuicui. Je n'oublierai jamais cette image. On a embouteillé à la main. Et comme les boulettes, leur diamètre était quasiment le même que celui du goulot de la bouteille, on ne pouvait pas les renverser, donc il fallait mettre boulette par boulette. La pénibilité. Mais j'étais excité, donc on l'a fait. Et j'ai passé une annonce à la radio. Ça coûtait 5 000. Grâce à un contact, il m'a fait ça à 2500, un contact à la radio. Et j'ai embauché une commerciale. Pendant les vacances, j'ai dit, écoute, si tu veux vendre, déjà quand elle arrivait, elle ne savait pas que c'était pour le cuicui à la radio, on ne dit pas exactement ça, donc c'était une jeune étudiante, elle arrive à l'entretien pour elle, déjà elle arrive, elle se rend compte que c'est dans l'appartement d'un mec, puisque mes bureaux étaient là, donc j'ai vu sa tête, elle était déjà un petit peu, je trouvais ça chelou quoi, un petit peu curieux, et puis après je lui dis tu vas vendre du cuicui, elle tique quoi, et je lui montre les bouteilles, je lui dis ah bah écoute, c'est à prendre ou à laisser, heureusement c'était une fille bosseuse, ça a été ma première employée, non, j'avais un employé dans l'agence de com. Il est arrivé après. C'était ma première employée. Mais elle, c'était saisonnier. Elle est arrivée pour 2-3 mois. Et je lui ai remis les bouteilles. J'ai dit, écoute, tu auras tant de salaire fixe à la fin du mois. Maintenant, sur chaque bouteille vendue, si tu arrives à dépasser tel seuil, tu auras des bonus. Je lui ai remis les 30 bouteilles. C'est-à-dire que j'ai joué le tout pour le tout. C'est tout l'argent que j'avais quasiment. J'avais peut-être 1500 qui me restait. Elle est partie un matin. Je lui ai compartimenté la ville. Et je réunissais dans chaque ville les services publics dans lesquels on pouvait encore rentrer pour vendre à l'époque. Donc je dis, tu vas par exemple dans telle zone, tu as tel service à 50 mètres de tel, je te donne l'argent pour te déplacer, pour arriver dans la zone. Tous les services, tu les fais à pied et au retour, tu as l'argent pour revenir. À midi, je l'ai appelé. Son téléphone était éteint. Alors mon cœur a failli se briser parce que je me suis dit, si elle part avec... Toute ta fortune en fait à ce moment-là. Je suis juste foutu. Mais j'avais une foi que je ne peux pas expliquer. Elle est arrivée à 17h22. Je ne l'oublierai jamais. Donc on sonne, on tape, parce qu'il y avait plusieurs appartements dans la cour. Donc elle rentre, elle tape, je vais ouvrir, je la vois, elle est épuisée. Donc je la fais asseoir, je lui donne de l'eau. Je lui dis, ah mais je pensais que vous aviez disparu, votre frère dit que c'était déchargé et tout ça. Je dis, bon, ok, je la laisse boire, même si ça me démangeait de poser une question. Et juste après, je lui dis, alors, ça a marché, à Sakperea, ça veut dire, est-ce que tu as pu vendre quelques trucs? Elle me dit, j'ai tout vendu. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un fou. Voilà comment est-ce que, dès le premier jour de commercialisation, j'ai su et compris qu'il y avait effectivement une opportunité qui confirmait donc mon intuition. C'est allé, mais extrêmement vite. Dès le deuxième jour, j'ai recommandé le double, évidemment. Donc j'ai réinvesti tout ce qu'elle avait ramené, bam, bam, bam. J'ai dû prendre après un deuxième, troisième, j'avais 3 commerciaux là,
dès le départ, là, pendant les vacances, je crois en 2013, ça allait très vite. Après, on allait à la fin de l'indépendance. J'ai commencé à faire beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. On a été vraiment une des premières marques, on va dire, d'agroalimentaire qui modernisait un petit peu les choses de chez nous, qui avait cette approche de marketing très moderne. Donc, sur une page Facebook, ça s'appelait Clucli d'Agoni simplement. On a fait beaucoup de bruit. Je vendais moi-même avec ma moto. J'allais livrer des gens. Vous savez que je dis souvent aux gens, vous savez, si vous voulez avancer, vous devez faire les choses vous-même. Moi, j'ai fait des livraisons sous la pluie à moto. La moto, c'était en pleine ville, etc. Avant d'avoir une petite première voiture, etc., etc. Et progressivement, donc, ce projet a grossi. C'est devenu après Daïelian parce que j'ai écouté le marché. Et c'est là que c'est important. Une des clés quand on est entrepreneur, c'est d'être réactif. Quand les consommateurs commencent à dire, c'était toujours dans les bouteilles, c'était pas les emballages très modernes qu'on a amenés après, qu'on a été les premiers à introduire sur le marché, les stand-up putsch, là, non. C'était encore en bouteille, mais les gens appréciaient l'effort de valorisation. Je pense que c'est ça. Anecdote pour anecdote, oui. J'en avais acheté. Ah, tu vois. Des bouteilles de sirop. Tu vois. J'ai découvert. J'ai commencé à te suivre. Ah, mais ça fait plaisir, ça. Je pense que j'ai connu tous les packaging. Ah, ben voilà, l'évolution. Merci. Voilà. Ben, toi, tu as vraiment suivi l'évolution. Ça a été très progressif. Et donc, les consommateurs, le marché a commencé à nous envoyer des signaux. Les gens m'ont dit un jour, mais tu vends du Clucli? Tu ne vends que le Clucli? J'ai dit oui, mais comment tu vas vendre du Clucli sans le Gary? Et je me suis assis à ça, je me suis dit oui, mais c'est totalement con ce que tu fais, Régis. C'est pas cohérent. Pourquoi tu ne vends pas du Gary parce que tu vends du Clucli? Et si tu vendais du Gary? Mais il faudrait que le packaging évolue. Et moi, j'avais déjà une idée de packaging plus évolué dès le départ, mais je n'avais pas les moyens de l'acquérir. Donc, au lieu d'attendre, parce qu'il faut toujours commencer. Je dis, une des règles dans l'entrepreneuriat, c'est fais avec ce que tu as ou tu es maintenant. C'est pour ça que mon slogan, un de mes slogans phares, c'est Do it now. Now means name of the winners. Les vainqueurs, ils agissent maintenant, ils n'agissent pas demain. Tu commences. Tu tombes, tu recommences. Donc, en développant le produit, en comprenant que les consommateurs voulaient plus, j'ai mis donc le Gary sur le marché avec un emballage un peu plus évolué. Ensuite, on nous a demandé si on ne faisait pas du coco râpé. Et le fil en aiguille, on s'est retrouvé quelques années plus tard avec 19 produits dans la gamme. On faisait des noix de cajou, atchomon, coco râpé citronnelle, muscade, Gary au lait de coco, etc. Mais avant tout ça, il y a eu une évolution progressive, bien sûr, avec des difficultés aussi. Et il y a eu une activité qui a cru très vite. On a eu une très grosse croissance. Le chiffre d'affaires, mais il était bondissant à un moment donné. Et puis, ça a grossi. Nous avons eu des associés en cours de route, ce qui nous a permis de renforcer également l'activité, de recruter davantage, de pouvoir développer la stratégie telle que moi je l'avais. Moi, j'avais mon business plan depuis. Je dis aux gens, vous avez beau, vous pouvez crier sur tous les toits qu'on n'a plus besoin de business plan aujourd'hui. On a toujours besoin de business plan. Même si c'est quelque chose que vous bricolez vous-même et qui a les grandes lignes et que vous n'allez pas payer un spécialiste ou suivre une formation, c'est important. Je ne le dis pas seulement parce qu'on a une formation de business plan sur notre plateforme academyrock.com qui est une plateforme d'e-learning. Ce n'est pas uniquement pour ça quand j'en parle dans les vidéos. Je veux dire, genre, vous pouvez même le faire par vous-même si vous pouvez, si vous avez la capacité. Mais faites-le parce que c'est d'abord la Bible de l'entrepreneur. Ça vous permet de savoir où vous allez. Le business plan, c'est d'abord pour soi avant d'être un document, même pour l'investisseur. Et c'est parce que je savais où aller que lorsque j'ai eu l'opportunité d'avoir des associés et qu'on a donc eu beaucoup plus de moyens techniques, financiers, etc., on n'a pas traîné. On ne s'est pas regardé en disant « Ok, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de la boîte ?» Non, le plan était tracé. En chemin, quand il y a des difficultés, bon, il y a des bifurcations. Mais au moins, on a un chemin, on a un parcours qui est tracé et on essaie de le suivre. Donc voilà comment est-ce que ça a été. Il y a eu après cette explosion-là, on a eu beaucoup d'attention des médias. Je crois que, évidemment, le fait que je sois artiste, même si j'étais là en pause pendant longtemps, le fait d'avoir été très actif dans la musique avant, ça m'avait permis de développer un réseau relationnel très important au niveau de la presse. Et c'était intéressant aussi pour les journalistes de traiter le sujet sous l'angle un rappeur devenu entrepreneur. C'était d'ailleurs les titres généralement. Et moi, je leur disais tout le temps, mais non, mais un rappeur, un artiste, c'est aussi un entrepreneur. Ils disent, oui, mais tu sais, ça fait vendre. Bon. Donc, ça nous a aidé aussi. Ça m'a ouvert des portes au niveau médiatique. Et l'intérêt de l'initiative en elle-même, parce que c'était devenu, pour moi, c'était extraordinaire. On a relevé un défi. Au début, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne savais pas où ça allait. On retrouvait le Clucli d'Agoni sous la marque Daïelian dans des bureaux
mais de sommité, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Allez, vous rentriez dans le bureau d'hommes d'affaires, milliardaires, de politiciens de haut rang, ils montraient fièrement. Alors qu'avant, l'image qu'on garde du Clui-Clui, c'est quoi? Vous rentrez dans un bureau, quelqu'un le mange, il le cache. En fait, tout le monde mangeait le Clui-Clui. Il n'y a pas de famille au Bénin, vous n'allez pas trouver au moins une personne qui consomme du Clui-Clui. Mais les gens, c'est comme s'ils en avaient honte, parce que ça avait une image archaïque, rétrograde. Et il a fallu donc redonner ces lettres de noblesse à cette richesse culinaire-là et multiséculaire. C'est ce que nous avons fait. On a exploité après le filon en faisant la même chose avec d'autres produits. On a beaucoup travaillé le marketing et le branding. C'est extrêmement important, surtout dans l'agroalimentaire. C'est ce qui vous fait vendre, c'est ce qui vous différencie. Hein. Si vous avez 10 marques de yaourts et 50 yaourts dans un rayon, pourquoi vous allez chercher un yaourt X alors qu'il y a le même yaourt saveur vanille à côté qui coûte 2 fois moins cher? Pourquoi? Quand vous prenez le Coca-Cola, vous avez vu toutes les copies de Coca-Cola qu'il y a, qui sont moins chères. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter le Coca-Cola. C'est quasiment le même goût. Mais ce sont les efforts marketing, la publicité, la psychologie du consommateur qui a été travaillée pour qu'on en arrive là. Donc, moi, étant un homme du marketing, évidemment, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. On a eu des médias internationaux aussi, de grande renommée, qui sont venus faire des reportages dessus. C'était très bien pour nous et pour le pays, pour montrer la richesse culturelle. Et puis, ça a grossi, le nombre d'employés, tout ça. Ça a été une superbe aventure managériale. Et moi, je suis un entrepreneur qui avance, qui va, comme je t'ai dit au début, vers un but final avec des étapes. À un moment donné, il était question pour moi de passer à autre chose également et de me consacrer davantage à ce que je faisais déjà un peu parallèlement, tout ce qui est formation, coaching, développement personnel, même entrepreneur, mais formation. Et pour accéder à un certain nombre de paliers, il fallait que je me consacre davantage à d'autres activités. Mais tout ça, c'est dans un plan global. Donc, Daelian, c'est une aventure extraordinaire. C'est, comme tu l'as dit, hein, ça m'a donné une tribune exceptionnelle et j'en suis très reconnaissant. Je suis reconnaissant aux médias, je suis reconnaissant au Big Boss d'abord avant tout et à toutes mes équipes aussi, à tous ceux qui ont permis qu'on fasse un travail exceptionnel et qu'on puisse inspirer de nombreuses autres marques parce qu'on a inspiré des marques. Oui. Il y en a eu beaucoup après. Hein. Sans fausse modestie. On est même content. Voilà, moi, les gens me disaient, mais on te copie. Je dis, mais tu ne peux pas faire quelque chose de bien et ne pas t'attendre à ce que ce soit suivi. Non. En termes de concurrence, c'est à toi de te préparer, d'avoir un coup d'avance. Mais si les gens te copient, c'est que tu inspires. Donc, c'est une grâce. Tu montres le chemin. Tu es un ouvreur. Et c'est ce que nous avons été pour beaucoup de marques. Beaucoup. Surtout qu'on a ouvert aussi la boutique d'Aélian à un moment où, en plus de vendre nos produits, on vendait les produits d'autres marques locales. Puisque notre stratégie était claire. On était dans tous les supermarchés de la place. On a été une des premières marques de ce genre à se retrouver dans le plus grand hypermarché du pays que tu connais. Et c'était un gros symbole. Puis on s'est retrouvé dans les hôtels 4 étoiles, dans les suites, dans les aéroports. On avait de la facilité en France. Voilà. On avait oublié. Donc ça a été vraiment le marketing. Voilà. Ça a été ce marketing-là qu'on a mis en place. Et puis, derrière, les gens ont suivi. On s'est dit, en plus de ça, on aura notre propre boutique. On va également promouvoir les autres produits. C'était dans la dynamique de faire connaître les autres, mais aussi dans une dynamique purement business. Parce que lorsque tu as une boutique et que tu vends les produits même de tes concurrents, en fait, ils travaillent pour qui? Ah ben si je vends même tes produits, tu travailles pour moi. Que tu le veuilles ou non, je vais prendre un pourcentage sur ce que tu vends. Bon, parce que le distributeur final, c'est lui qui a le pouvoir. Dans l'agroalimentaire, il faut jamais oublier ça. Les chaînes de supermarchés, les boutiques, etc., ce sont ces enseignes qui ont le pouvoir. C'est elles qui sont en relation avec le consommateur final. Voilà comment est-ce qu'on est arrivé. On en est arrivé à créer une boutique à Élian et puis l'aventure a suivi son cours. Ça a été vraiment formidable. Quel est pour toi le plus grand défi d'un entrepreneur? C'est beaucoup plus le personnel, le marketing, le financement aussi. On parle beaucoup de financement. Pour toi, c'est quoi? Alors, j'aurais très honnêtement du mal à en dégager un pour dire c'est le plus. Je pense qu'il y a plusieurs paliers, mais je citerai deux choses dont on ne parle pas assez souvent. Parce que oui, on sait qu'on a besoin d'argent, que tout le monde se plaint de ne pas avoir de financement. Il y a des lacunes en marketing. Mais au-delà de ça, je pense que c'est le leadership et les ressources humaines. Le leadership parce que, pour moi, vous avez beau avoir la meilleure idée du monde. Vous pouvez avoir des sacs remplis de milliards, de CFA ou de dollars.
Si vous n'avez pas la capacité à partager votre vision avec vos équipes, à les motiver suffisamment, à leur montrer le but pour pouvoir aller vers ce but-là, vous ne ferez rien de pertinent. Parce qu'évidemment, l'entrepreneur arrive avec sa grande idée. Il commence peut-être même tout seul, comme moi, j'ai fait dans mon salon, ou ailleurs pour des histoires bien plus connues, dans le garage, Bill Gates, etc. Oui, mais très vite, il a besoin de personnes avec lui. Parce que c'est très limité ce que tu peux faire tout seul avec tes 24 heures, même si tu dors que 4 heures dans la journée et avec tes 2 bras, tes 2 pieds, ton cerveau. Tu as besoin d'équipe autour de toi. Et ça rejoint les ressources humaines. Comment est-ce que les gens qui sont autour de toi, tu arrives à les driver? Déjà, comment tu les sélectionnes? Comment tu les drives? Comment tu les maintiens motivés, mobilisés? Comment tu t'assures qu'ils ont la volonté de continuer à se parfaire tous les jours, même quand ils ont déjà une base? Comment est-ce que tu fais pour qu'ils ne te lâchent pas en cours de route? Comment tu fais pour qu'ils restent avec toi, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils apportent véritablement leur intelligence, leur compétence, leur motivation? Et c'est d'autant plus difficile que dans nos environnements africains. Les collaborateurs ne sont pas habitués à la culture d'entreprise. Donc il y a deux problèmes ou deux faces du même problème. Il y a des managers qui ne sont pas suffisamment moulés dans le développement personnel et les compétences de leadership. Et tu as d'un autre côté les collaborateurs qui n'ont pas de culture d'entreprise véritable et qui ne sont pas perméables à ça, pas facilement. À moins que tu sois un très gros groupe ou une multinationale qui débarque et chez qui tout le monde veut travailler. Parce que ça fait joli de dire je travaille chez. Et parce qu'il y a également les avantages que toi tu ne peux pas offrir au début en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire l'assurance par exemple pour toute sa famille, le 13e mois et beaucoup d'autres choses. Tu ne peux pas, si tu es un entrepreneur qui débute, offrir tout ça. En face, comment tu fais le poids face à des gros groupes qui proposent des salaires bien au-dessus de la moyenne nationale ou de l'environnement et ses avantages. Donc tu te retrouves dans un environnement où ce que tu vas proposer va souvent être dénigré ou mal apprécié par les collaborateurs, malgré le chômage qui sévit. Donc des gens vont préférer rester chez eux, ce qui est triste, plutôt que de venir contribuer à une aventure petite, naissante, qui va grandir. Et tu entendras beaucoup dire d'ailleurs, « Eichea ». Moi, je suis quelqu'un, je suis très cash, je ne cache pas les choses. On dit souvent ça, on entend les gens dire ça chez nous. Et ce n'est pas qu'au Bénin, hein, c'est dans les pays francophones et même anglophones en Afrique. C'est-à-dire, ce n'est pas, entre guillemets, ma chose. Ce n'est pas mon business. Pourquoi est-ce que je me mouillerais? Et ça, c'est quand même un comportement très grave. Moi, je rappelle souvent aux gens ceci. Hein. Si vous êtes dans un dispositif et que ça fonctionne, vous en tirez les fruits. Oui, il y a des patrons ingrats. Parce que beaucoup de collaborateurs, d'employés en parlent. Mais non, tous les patrons ne sont pas ingrats. Et on le sait. C'est pour ça que les entrepreneurs doivent développer leur leadership pour ne pas être des boss, mais pour être des leaders. Le leader ne dit pas « faites, dépêchez-vous, allez là-bas ». Le leader n'est pas injonctif. Le leader, il montre comment il fait, il dit aux autres « maintenant c'est toi qui fais, tu as vu ». C'est pour ça qu'il faut avoir soi-même fait. C'est pour ça que lorsque toi-même, tu as lavé les vêtements avant d'ouvrir un pressing, que tu as vendu du clic avant d'avoir des collaborateurs, etc., tu es forcément un patron d'un type différent. Tu ne peux pas mépriser le travail des autres. Tu sais ce que ça implique de difficultés et de sacrifices. Et à ce moment-là, tu es donc plus compatissant et surtout empathique. Qualité numéro 1. Soft skills numéro 1 que tout entrepreneur doit développer. L'empathie. C'est ce qu'on recherche le plus aujourd'hui, même dans les grandes boîtes, n'importe où sur Terre. Vous voulez être manager quelque part, on va mesurer votre empathie. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre à la place des autres pour comprendre leur position, pour être ouvert au dialogue, etc. Donc les entrepreneurs doivent travailler à ça et les employés, collaborateurs, qui est le terme que moi je préfère, parce que ça montre que c'est une aventure commune, doivent comprendre qu'il faut se mettre derrière quelqu'un. Il y a toujours un leader, il y a toujours un capitaine. L'essentiel, c'est le but. N'oubliez pas que le patron de Microsoft, le patron de Coca-Cola, je ne parle pas des fondateurs, hein, tous les patrons de ces grandes boîtes-là, ils rentrent avec plusieurs milliards de dollars en poche chaque année. Donc, vous pouvez être un collaborateur, être riche. Il y en a plein de gens qui travaillent dans des boîtes qui ont été créées par d'autres, mais qui vivent beaucoup mieux même que des entrepreneurs. Mais évidemment, même sous nos cieux ici. Il y a plein de DG, DRH, DIRCOM, tout ça, qui gagnent 3 millions, 5 millions,
beaucoup plus même parfois dans certaines boîtes, au Bénin, au Togo, au Congo. Vous connaissez beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent 3 millions, 5 millions par mois? Je n'en connais pas beaucoup, monsieur. Soyons réalistes. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, hein. Je parle de ce qui va dans ta poche. Hein. C'est après impôt, après charge, après... Tu peux réaliser 25 millions de chiffre d'affaires mensuel. Si ta marge, c'est 20%, ça veut dire que tu as eu 5 millions de marge. Ça, ce sont les réalités, ça. Les 5 millions de marge, tu vas payer l'électricité, tu vas payer les salaires, tu vas payer les impôts, tu vas payer la CNSS, tu vas payer ce qu'il y a à payer. Et il restera combien pour que tu aies un salaire? Peut-être que c'est sur les dividendes que tu vas te rémunérer s'il y en a. Sans parler des années où il n'y a pas de dividendes et tu es en perte. Donc, bien que faisant la promotion de l'entrepreneuriat, on ne dit pas que tout le monde doit être entrepreneur. Ce qu'on dit, c'est que tout le monde doit avoir un esprit d'entrepreneur. Il y a ce qu'on appelle les intrapreneurs. C'est quelqu'un qui travaille dans une boîte, qui est un employé, mais qui a une mentalité d'entrepreneur. Il a le mindset d'un entrepreneur. Donc, tu peux lui confier un projet et aller, comme on dit, te coucher. Parce que tu sais qu'il va le gérer comme un entrepreneur avec les qualités qu'il faut. Donc, pour moi, vraiment, le gros défi, c'est ça. Les entrepreneurs doivent se former au développement personnel et surtout au leadership. Et les collaborateurs doivent apprendre à fusionner les forces pour tirer les aventures vers le haut, pour qu'on ait des champions. On n'a pas assez de champions qui fassent rêver. Et on en a besoin. On a besoin d'avoir des grosses boîtes comme on a NCA, comme on a UBA, etc. On a besoin d'en avoir plus. Et même à des niveaux plus modestes, on a besoin d'avoir de grosses startups, de grosses PME et de très grandes entreprises. Qu'est-ce que tu dirais au Régis d'il y a 10, 12, 15 ans? Alors, en matière d'entrepreneuriat, il y a trop de choses. J'ai commis trop d'erreurs. Ah bah oui, et j'en commets encore, j'ai commis trop d'erreurs, évidemment. La seule différence, c'est que je capitalise sur mes erreurs, je me relève, j'avance, là où d'autres peut-être arrêtent, et je ne me morfonds pas. Mais je crois que c'est le propre de l'entrepreneuriat. Par contre, ce que je me serais conseillé, ce que je dirais au Régis d'il y a 10-15 ans, ce ne serait pas directement connecté à l'entrepreneuriat, mais plutôt aux finances personnelles, qui pour moi aussi sont importantes, parce que l'entrepreneur, généralement, oublie de se former en matière de finances personnelles. Il est concentré sur son entreprise. Il est tellement concentré sur son entreprise que quand il a de l'amour pour son projet et de la vision, il va se former sur tout ce qui concerne l'entreprise, la comptabilité, les ressources humaines, c'est bien. Ils s'oublient. La plupart des entrepreneurs, demandez-leur, ils oublient qu'eux-mêmes, en fait, ils ont une vie. Parce que si tu veux véritablement te construire, l'une des règles d'or au départ, c'est que tu ne prends pas l'argent de l'entreprise. On est d'accord? Peut-être les premiers mois ou les premières 2 années, parce que, bon, non, les réalités du terrain, c'est que tu n'as pas. Et on n'est pas dans un environnement où une banque t'a fait un prêt pour tout. Tu es qui? Tu demandes un projet en Afrique, ok, quelle banque va te prêter de l'argent? Donc, tu mets l'argent dans la caisse, tu dis, bon, ça c'est pour le loyer. Ça c'est au début, on mélange un peu. Mais quand on veut aller loin, très rapidement, on met de l'ordre et on sépare les comptes. À partir du moment où on sépare les comptes, on oublie souvent que, écoute, moi-même, je dois me construire. Ma boîte, un jour, je peux la vendre. Ma boîte, un jour, elle peut couler. Ma boîte, un jour, peut me créer des problèmes. Comment est-ce que je sépare mon patrimoine? Qu'est-ce que je fais? Alors, ce que je me serais dit, j'aurais dit au Régis d'il y a 10-15 ans, commence pas à investir dans des actifs passifs. Mais non. Investis dans des revenus passifs. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vite compris. Parce que j'étais omnibulé par l'aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire que même le petit 100 000 que tu arrives à prendre et qui est vraiment à toi, où tu as commencé peut-être à te verser un salaire de façon officielle, retire 20 000 de ces 100 000 là. Dépose sur un portefeuille boursier. Évidemment, tu ne vas pas t'amuser à aller chercher des valeurs dangereuses. Tu n'as pas beaucoup d'argent. S'il faut acheter des obligations et que tu as mis 10 000, 15 000, 20 000 et au moment où tu as 100 000, achète des obligations qui vont te rapporter ne serait-ce que 5% sur 7 ans. Achète un terrain, pour peu que ce soit un terrain sécurisé. Parce que moi je dis, il ne s'agit à rien, comme on crie partout, de dire j'ai acheté des terrains. Si tu n'as pas les documents qu'il faut, moi j'ai vu des gens également mourir parce qu'ils avaient trop de terrain. Non, ils avaient trop de terrain, mais ils avaient trop de problèmes parce qu'ils n'avaient pas de terrain sécurisé. Et qu'ils avaient sur 20 terrains, tu en as 4 qui sont litigieux avec des procès en cours. Tu as tout le temps, on va dire, le cœur attaché là. 4 personnes sont propriétaires du même terrain. Ouais. Donc, si tu as un terrain et que tu es sûr que tu peux acheter un terrain avec TF, comme on dit chez nous, ou ACD, si c'est dans d'autres pays, même si c'est au fin fond quelque part, mais que c'est un terrain sécurisé et qui coûte 200 000, achète-le. Tout ce qui peut te rapporter de l'argent de façon passive, sans que tu ne sois présent, même si le revenu ou le rendement a l'air faible, commence. J'invite tous ceux qui suivent ce podcast à faire un exercice simple. Parce que
sur ma chaîne YouTube que j'ai commencé à animer il n'y a pas très longtemps. On parle également d'éducation financière. Et on va en parler de plus en plus. On va amener la communauté progressivement vers une vraie croissance. Regardez sur Internet et faites cet exercice. Franchement, j'espère que vous allez le faire. Mettez pause après avoir écouté ça, allez regarder. Tapez calculateur ou simulateur intérêt composé. D'accord? Vous verrez des dizaines de sites qui vous permettent de simuler les intérêts composés. Vous allez voir que ces simulateurs vont vous permettre de définir un capital initial. Donc vous pouvez mettre par exemple 100 000. Et ensuite, ça va vous demander d'introduire un montant au niveau de la mensualité. Vous pouvez mettre 10 000. Ça revient à dire quoi? J'ai mis 100 000 francs. Tous les mois, je vais rajouter 10 000 francs. Et vous définissez maintenant le taux d'intérêt. D'accord? Définissez un taux d'intérêt de 4 ou de 5%. Lorsque vous faites l'exercice, 100 000 en apport de capital, plus 10 000 tous les mois, avec une rémunération annuelle, par exemple, de 5 ou 6 ou 7%, ça dépend, vous faites une simulation, vous allez être surpris de vous rendre compte que, au bout de 10, 15, 20 ans, vous avez des dizaines de millions de francs CFA. Je dis des dizaines de millions de francs CFA. En ne faisant strictement rien d'autre que de suivre la discipline imposée. J'ai déposé 100 000, tous les mois je mets 10 000. Même si j'ai gagné 11 000 ce mois, je mets 10 000. Et je ne toucherai pas à cette cagnotte, quelles que soient les difficultés. Et donc les intérêts composés vont faire que, à chaque fois que vous générez des intérêts avec cette somme, ben vous réinvestissez les intérêts. Vous laissez ça sur un investissement sûr, vous devenez multimillionnaire en 10, 15, 20 ans. Nous, on ne l'a pas compris quand on avait 15, 20 ans. Sinon, on l'aurait fait. Bon, après, quand on a compris, on a fait comme on peut. Mais il faut que nos enfants, déjà ceux qui sont plus jeunes, commencez. Ceux qui ne l'ont pas fait, commencez maintenant, il n'est jamais trop tard. Et ceux qui ont des enfants, commencez tôt pour vos enfants. Ceux qui vont sur des comptes épargne, c'est pas mal. Après, il y a des niveaux de rémunération plus intéressants, avec des produits différents aujourd'hui. À vous de chercher. Mais le principe, c'est vraiment le même. Quel que soit ce que vous faites, investissez dans des revenus passifs. Vous pouvez écrire un livre. S'il fonctionne très bien, que vous le vendez partout, c'est des revenus passifs. Ce sont des royalties. Donc, tout ce qui va vous ramener de l'argent sans nécessiter votre temps, votre présence, faites-le en tant qu'entrepreneur. Parce que sinon, si vous ne dépendez que de votre entreprise ou de vos entreprises, lorsqu'elles vont être en difficulté, vous allez être dans la mouise. Total. Donc, je pense que ce n'est pas directement lié à l'entrepreneuriat, mais ça fait partie des clés qui peuvent vous permettre d'être tranquille. L'entrepreneur qui n'est pas en train de se stresser tous les mois pour se dire l'entreprise va bien et moi-même comment je fais, il est plus performant. Il y a plein d'entrepreneurs dont les entreprises se portent bien et qui eux-mêmes vivent des galères incroyables. Parce que l'entreprise n'est pas encore suffisamment rentable pour qu'ils se rémunèrent convenablement. Et ça, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Vous allez voir que chez ces personnes, il y a une perte de motivation qui va être graduelle. Parce qu'une entreprise qui fonctionne de mieux en mieux, pendant que celui qui l'a créé ou qui est à la tête n'arrive pas à s'en sortir, ça peut créer des difficultés au niveau de la motivation personnelle. Donc ça, ce serait mon conseil à tous les nouveaux entrepreneurs. Enfin, un des conseils, en tout cas. Ce que je me serais dit, comme tu disais, il y a 10-15 ans. Est-ce qu'avec le recul, tu as des regrets? Si tu devais changer une chose, enfin une ou plusieurs, hein, oui. Une chose, ce serait quoi dans ce parcours-là, sur ce chemin-là? Dans ce chemin, c'est une question qu'on me pose souvent et je me dis à chaque fois qu'il faut que je continue à réfléchir parce que honnêtement, je ne trouve pas. Il n'y a rien à changer. Non, il y a eu tellement d'imperfections utiles. C'est-à-dire que si j'enlève, il y a des erreurs. Il y en a plusieurs. Si je les enlève du parcours, les enseignements que je n'ai tirés n'existent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui me permet de pouvoir parler légitimement d'entrepreneuriat, de former des gens partout en Afrique et même hors d'Afrique, des gens qui ont 10 ans, 12 ans, 20 ans, 40 ans, d'accompagner des gens sur des projets même de très grande envergure en termes de business stratégie, ce qui me permet de faire tout ça, c'est avant tout mon expérience. Et mon expérience, ce sont mes erreurs. C'est parce que je sais que si jamais tu prends tel élément et que tu le mélanges avec tel élément, ça va donner un cocktail explosif que je suis capable de dire à mon client ou à celui que je forme, ah non, on ne fait jamais ça, on ne fait pas ça ici. Donc honnêtement, est-ce que je changerais quelque chose? Je ne suis pas certain. Je ferais mieux certaines choses, mais en faisant mieux ces choses-là, je commettrais d'autres erreurs. Moi, je crois que c'est surtout au niveau du mindset que nous devons changer. Nous avons un mauvais rapport à l'échec.
l'Africain a généralement un mauvais rapport à l'échec. C'est peut-être dû aussi au pesanteur social, je ne sais pas. Je me souviens d'avoir assisté aux États-Unis, aux États-Unis à un événement, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, mais globalement c'était une soirée de networking pendant laquelle des entrepreneurs, donc de la ville où j'étais, se retrouvaient périodiquement, différents entrepreneurs à chaque fois, et tu sais ce qu'ils partageaient? Ils venaient célébrer leurs échecs. Ouais. C'est pour ça que le mindset anglo-saxon, ils seront toujours devant. Ils venaient célébrer leur succès. Ça veut dire quoi? Il y a un panel donc de ces entrepreneurs qui se posent et qui racontent les plus grosses erreurs qu'il a commises et qui en tirent les leçons et qu'ils partagent. Dans nos environnements, rien que le fait qu'il y ait échec dans le nom de l'événement, tu vas faire un fiasco si tu ne sais pas faire. Parce que les gens ne voudront pas venir parler de leurs erreurs. Vous savez, on a une condescendance, des complexes, et on n'assume pas le chemin. L'entrepreneur se casse la figure. Vous savez combien de fois tous les gars dont on parle à longueur de journée, Zuckerberg, Bernard Arnault, vous savez combien de fois ces gars-là échouent par an? Prenez un exemple simple. Vous allez prendre Apple. Chaque année, il y a des centaines de milliards de dollars qui sont investis en recherche et développement. Donc, on prend des nouveaux produits et des services qu'on va développer, on y consacre des centaines de milliards. Il n'y a pas 10% des tests qui sont mis sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des échecs tous les jours, mais on ne te montre que ce qui fonctionne. Si le type, l'entrepreneur connu, il a essayé 15 projets en une année et qu'il y en a 2 qui ont marché, on va te parler des 2 là. Parce que la communication est maîtrisée et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas des échecs. Ils ont tout le temps des échecs. Parfois, on a de gros flops qui finissent par péter parce que c'est super gros et tout le monde s'en rend compte. Ce ne sont pas des surhommes. Ils ont appris à avancer, à tester. Celui qui a peur de l'échec, il ne va nulle part. Comme je dis, dans le morceau « Tu vas y arriver », parce qu'en fait, j'ai fait un album de développement personnel qui s'appelle « Soyons rock », où tous les thèmes sont connectés au développement personnel sur de la musique urbaine. Et je dis dans le premier morceau de cet album à un moment, on a tous de belles idées, mais la peur de l'échec nous fait hésiter. Elle paralyse la marche vers le sommet. Elle anesthésie l'ambition, la fait somnoler. C'est profond, ça. Oui, parce que c'est la peur qui te fait somnoler et qui anesthésie l'ambition. C'est elle qui t'empêche, qui te paralyse et t'empêche de marcher vers le succès. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête d'avoir peur. On ne va pas cultiver l'amour de l'échec, mais on doit développer un rapport sain à l'échec pour savoir que ça fait partie du succès. Chaque échec est un pas vers la victoire. Chaque échec te rapprochera de la victoire. Chaque échec te rapprochera de la victoire. Donc non, je ne changerai pas grand-chose. Et je pense que c'est peut-être aussi mon mindset qui m'aide beaucoup. J'ai un mental de guerrier. Et j'avoue que ça m'aide beaucoup parce qu'on traverse des choses difficiles comme tout le monde. Tu sais, ce rapport à l'échec dont tu parles, je l'ai expérimenté moi-même il y a, je pense, 2 ans. J'ai fait sortir un épisode de ce podcast où j'ai vraiment parlé en détail de l'un de mes échecs les plus cuisants. Vraiment, j'ai perdu, je ne sais pas combien de dizaines de millions. Oh là là. Et j'étais toute seule, en fait, j'ai pris mon micro et j'en ai parlé en détail. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'épisode le plus écouté de la chaîne. Et c'est celui qui me vaut le plus de retours. Les amis, la famille m'ont appelé, mais pourquoi tu as raconté ça? Parce qu'eux savaient. Bien sûr, mais ça doit rester en vase clos. C'est ça, c'est la pesanteur sociale. C'est ça. En fait, tu as échoué, vous avez fermé, mais pourquoi tu allais dire ça? Alors que c'est quand même, c'est révélateur de notre environnement. C'est-à-dire que nous sommes encore dans des milieux, des environnements, des écosystèmes où nous vivons par l'apparence. Et ça, c'est révélateur. On ne vit que par l'apparence. Les gens préfèrent paraître riches ou sembler avoir réussi, même si ce n'est pas le cas. Donc, on va forcément mal utiliser son argent parce qu'il faut pouvoir répondre à des standards du point de vue du véhicule que tu vas utiliser, des vêtements que tu portes, etc. Et tout ça, c'est de la simulation. Ce sont des simulacres. On ne s'intéresse pas au fond. À quel moment est-ce que tu aides des gens à faire mieux que toi dans la communauté si tu ne partages pas tes erreurs et les solutions que tu as trouvées? C'est ça. Surtout les leçons que tu en tires. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Tu vois, les gens s'arrêtent sur l'échec. Exactement. Alors que l'échec, c'est un pas vers la victoire. Je dis, l'avenir, c'est une succession de présents interconnectés. Ce n'est rien d'autre.
Demain, c'est aujourd'hui. Hein. Demain, c'est aujourd'hui. L'avenir, là, c'est ce que tu fais là, plus là, plus là, plus là, qui donne demain. Et personne ne va te préparer un repas nos mamans le savent, même les hommes aujourd'hui cuisinent beaucoup. Quand je dis nos mamans, je veux parler surtout de nos grands-mères. On l'a toujours su. Tu ne peux pas mettre en place une recette sans échouer. Comment tu sais qu'il faut mettre un quart de litre d'eau et 2 cuillères de sel? C'est parce que tu avais mis 4 cuillères de sel et que ça n'a pas marché que la fois d'après. Mais évidemment, ce sont des tests, des dosages. S'il faut comprendre l'échec, il faut partir de cet exemple tout simple. Quand tu cuisines et que tu fais une nouvelle recette, tu échoues plusieurs fois. Tu essayes, c'est trop salé, la pâte n'est pas assez épaisse, ou ceci ou cela. Et un jour, tu dis, yes, I got it. Et maintenant, une fois que tu as trouvé là, tu standardises le processus et tu répliques. Donc, l'échec, comme je le dis, même si on ne veut pas le célébrer, on doit lui dire merci. Moi, je dis merci vraiment très, très sincèrement à tous mes échecs, ceux que j'ai eu connus, ceux que je vais connaître encore jusqu'au dernier jour de mon existence. Je ferai même dans la vie de tous les jours. Mais l'enfant qui veut marcher, le bébé, il fait quoi? Combien de fois le bébé échoue avant de se relever? Vous avez jamais vu un bébé se plaindre? C'est parce qu'en grandissant, la société, avec le poids justement du regard des autres, finit par nous anesthésier. L'enfant qui veut marcher, quand il tombe et il pleure, c'est parce qu'il s'est peut-être fait mal. Mais il ne va pas pleurer forcément parce qu'il n'y arrive pas. C'est en grandissant, à 4-5 ans, que les enfants commencent à développer ce qu'ils voient chez les adultes. Sinon, l'enfant, il n'y a pas plus résilient qu'un bébé. C'est clair. Il arrive, il tombe. Automatiquement, il mais se relève. pendant que toi, tu as peur et que tu dis, ah, mais tu le vois parfois, il fait il te montre sa gencive sans dents et il repart à 4 pattes. Jusqu'à arriver. Et le jour où il réussit, il te regarde et il va te dire, papa, au moment où il va faire un truc, il va te demander de l'applaudir. Parce qu'intrinsèquement, nous sommes des êtres qui doivent réussir, mais nous devons apprendre. Il n'y a pas de processus. On peut te donner une recette parfaite. Si c'est toi qui l'appliques pour la première fois, il n'y a rien à faire. Tu vas l'altérer. Donc, soyez fiers de vos échecs, mais ne vous reposez pas là-dessus. C'est le plus important. Apprenons et avançons. Quel conseil pratique tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance aujourd'hui En entrepreneuriat. Alors, il y a pour moi, même s'il y a beaucoup de choses à dire, il y a pour moi des points clés. Hein. Il y a ce que j'appelle la règle des 3 R qu'il faut pratiquer. La règle des 3 R, j'en parle dans mon ouvrage Jusqu'au bout j'irai de façon extensive. C'est la résilience, la réactivité et le réalisme. La résilience, c'est la première clé. Simplement parce que, comme nous venons de le dire, tu vas échouer. Mais ce n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas permanent. Tu vas échouer. J'aime bien dire souvent aux gens que la seule chose qui ne soit pas aléatoire en entrepreneuriat, ce sont les aléas. Ouais. Tu auras des aléas. Tu peux tracer tout ton plan, mon cher ami. Tu auras des aléas. Ça, c'est ce qui est certain. C'est la seule constante. Donc, si tu n'as pas de résilience, tu ne pourras pas aller loin. C'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent. Et ils avancent sur un projet que ça ne marche pas. Tout de suite, ils vont sur un autre. Tout de suite, ils vont sur un autre. Ça veut dire soit qu'ils n'étaient pas sûrs que leur projet de base était un projet viable, ok, soit ils n'avaient pas la carapace pour pouvoir continuer. Et c'est souvent le point numéro 2. Parce que la résilience, ce n'est pas la persévérance. Celui qui est résilient, il va au-delà. Si vous voulez vous souvenir de la résilience, je vous invite à graver cette image que je vais décrire dans votre esprit. Une balle de basket. Lorsque vous voyez une balle de basket qui rebondit sur le parquet, que se passe-t-il? La balle de basket connaît un impact. Elle tombe, c'est un choc. Mais elle ne se met pas à rouler. Elle remonte plus haut. C'est ça, la résilience. C'est-à-dire, c'est la capacité à se servir de ces chocs, de ces échecs, pour aller encore plus haut. Donc la résilience, c'est nécessaire si vous voulez avancer. Allez lire ou chercher Jack Ma. J'ai une vidéo sur ma chaîne sur lui. Il y a plein d'autres vidéos sur lui. Lisez Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Lisez un peu son parcours. Vous allez voir combien de fois il a échoué. C'est le mec qui a été recalé partout. Il voulait rentrer dans la police. On a pris tout le monde, sauf lui. Il voulait bosser au KFC. Quand le KFC arrivait en Chine, ils étaient une quarantaine. On a pris les 39, sauf lui. Il voulait rentrer à Harvard. On a rejeté son dossier à chaque fois. En fait, il a tellement échoué. Et lui-même, on parle avec beaucoup d'humour. Et c'est tout ça qui l'a conduit à créer Alibaba. Donc, résilience. Ensuite, réactivité. Réactivité parce qu'il faut aller très vite. C'est le deuxième R. Il faut aller vite.
Quand vous êtes entrepreneur, vous devez aller très vite, comprendre les tendances du marché, encore plus aujourd'hui, parce que la réactivité, c'est ce qui va faire la différence entre deux personnes. D'accord? Si aujourd'hui on donne 1 million de francs CFA à 10 personnes et on leur donne le même projet à réaliser avec toutes les directives, dans une semaine déjà, les projets auront pris des formes différentes. Il faut aller vite, il faut savoir écouter le marché, il faut savoir se repositionner, il faut aussi savoir se remettre en question. C'est là que j'en viens au troisième R qui est le réalisme. Il faut savoir se remettre en question. Je disais tout à l'heure, lorsque vous avez un projet, n'arrêtez pas tout de suite. Mais parfois, la sagesse et la réalité du terrain vous amène à passer à autre chose. Parce que c'est également une des erreurs, une des faiblesses des entrepreneurs. Il y a un attachement émotionnel à nos projets. Les entrepreneurs considèrent chacun de leurs projets comme leur bébé. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à laisser quelqu'un venir dans le capital. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à le revendre. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à passer à autre chose. C'est une erreur. Même votre enfant partira de la maison. Même votre enfant partira de la maison. Enfin, 99,99% des enfants partent. C'est ce qu'on espère quand même. C'est ce qu'on espère. Donc, à un moment donné, il faut couper le pont. Donc, le réalisme, c'est ce qui vous amène à vous dire parfois, ok, non, stop, c'est pas bon. Là, c'est vraiment pas une question de manque de motivation ou de quoi. C'est juste que, de façon réaliste, quand je regarde, soit mon projet n'est pas adapté au marché, il n'est pas market fit, soit il n'est pas time fit, c'est-à-dire que vous avez un projet qui arrive au mauvais moment. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde. Si elle n'est pas sur le bon marché, qu'elle n'arrive pas au bon moment et qu'elle n'est pas implémentée par la bonne personne, ça ne va pas marcher. Quelle que soit l'expérience que moi, par exemple, je pense avoir aujourd'hui, il y a des projets, si on me les met entre les mains, je sais que je ne vais pas réussir. Et ce qui va m'aider, c'est justement le fait d'avoir cette lucidité qui va faire que je vais peut-être embaucher quelqu'un pour dire, tiens, tu seras le CEO, je vais regarder de loin et t'aider stratégiquement. Donc c'est ça le réalisme, c'est connaître ses limites et c'est pouvoir analyser les choses avec objectivité et discernement. Donc c'est la règle des 3 R, réactivité, réalisme, résilience. Il y a également pour moi un autre concept qui est très important que j'appelle le cercle tracteur. Le cercle tracteur, c'est vraiment l'ensemble des personnes qui vous entourent. D'accord? Comme je dis, un royaume ne prospère qu'en fonction de sa cour. Le roi, s'il n'a pas la bonne cour, il ne fera rien. Donc, l'environnement, l'entourage, c'est une clé. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Ça a été démontré scientifiquement. On est une moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, vous devez choisir de façon très précautionneuse ce que vous faites rentrer dans votre cercle prioritaire, ce que moi j'appelle le cercle tracteur. Vous pouvez connaître 1000 personnes, avoir plein de relations, mais votre cercle tracteur, c'est ce petit groupe de personnes qui va vous tirer vers le haut et que, parallèlement, vous allez tirer vers le haut. Vous passez un contrat tacite avec ces gens. Vous allez vraiment vous élever mutuellement. Vous devez avoir dans votre cercle tracteur des gens qui sont motivés, qui ont de l'ambition, des gens qui sont capables de vous conseiller. Il peut y avoir un mentor. Il peut y avoir quelqu'un de votre famille ou non. Ce n'est pas une obligation, c'est à vous de savoir qui sont les personnes qui peuvent me tirer vers le haut, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et qui sont surtout, quand on fait un cercle tracteur, il faut faire les choses à l'envers. Qui sont les personnes à ne pas inclure dans le cercle tracteur? Parce que c'est ça qu'on fait souvent pas, on ne fait pas cet exercice. Quelqu'un qui est souvent de mauvaise humeur, qui a une énergie négative sur vous, et qui vous amène toujours à déprimer quand vous passez 30 minutes ensemble, qui est négatif. Ce n'est pas la peine d'être avec lui, par exemple. Donc, c'est à vous de faire le ménage et d'avoir un cercle tracteur propulsif. Et puis, en ce qui concerne les conseils aux entrepreneurs, même si la liste, évidemment, n'est pas exhaustive, hein, il y en a tellement, je voudrais parler justement de 3 lettres qui me sont chères, que je ne peux pas passer sous silence. Ce sont les lettres ROC. D'accord? J'invite vraiment tous ceux qui entreprennent, où qu'ils soient, à adopter cette philosophie. Pour moi, c'est un art de vivre, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Et rêver, oser, créer, c'est un triptyque. C'est une façon de voir le monde. Et ça commence par le rêve. Parce que dans nos environnements, généralement, nous ne rêvons pas grand. On se satisfait assez vite de certaines choses. On plafonne. Nous devons voir le monde comme un terrain de jeu. Et pas juste notre pays. Il faut voir déjà le continent au minimum. Rêver grand, ça n'a pas de prix et ça coûte 0 franc. C'est très important. Le O pour moi, c'est la lettre capitale. C'est pour ça que c'est au milieu de 2 autres lettres. C'est ce qui permet d'avoir l'équilibre. Si vous n'avez pas de l'audace et que vous ne passez pas à l'action, votre rêve va rester une utopie. Et vous serez dans votre lit avec de très beaux projets. Quelqu'un qui trouve aujourd'hui un traitement contre le cancer et qui a un traitement rapide, efficace, sans douleur, si
il n'a pas l'audace d'aller affronter, par exemple, les lobbies des gens en place et tout ça, ben son rêve va rester là, il va mourir avec son talent. On connaît plein à qui c'est arrivé, on ne vous le souhaite pas. Il faut avoir l'audace d'écrire son destin à l'encre de la témérité et du cran. Et le 3, la lettre 3, c'est la lettre C, pour créer. Mais elle se décline en 3 elle-même, c'est comme un C au cube. Il faut créer, il faut croire pour pouvoir croître. Parce que celui qui crée a forcément eu un rêve, il a eu un objectif, un plan. Il a osé se mettre en action et il donne vie à son rêve. Mais une fois que le rêve prend corps, vous devez insuffler de la foi dans votre rêve. C'est là que créer s'invite. Sans foi, il n'y a rien. C'est la foi qui implique la résilience, la discipline et tout le reste. Et vous allez finir par croître si vous avez créé, que vous avez cru. La croissance s'en suivra. C'est pour ça que je dis que rêver grand, ça n'a pas de prix et ça coûte 0 franc. Ose écrire ton destin à l'encre de la témérité et du cran. 3, il faut que tu crées. Car passer à l'action, c'est la clé. S'appliquer, s'impliquer. Aucune tâche ne devra être bâclée. Si tu n'as pas de plan, comment tu peux fleurir? Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est te planter. Et même ton plan B sera plombé par ta négligence et ton manque de lucidité. Un bon entrepreneur, salut. Ça, on dit donc. C'était le petit cadeau de la fin. Très inspirant. Merci. Yes. Quel sera ton mot de la fin? Ben, mon mot de la fin, c'est déjà merci. Merci à toi, merci à toute ton équipe également pour cette invitation et ce bon moment de partage. C'est toujours intéressant d'échanger, on donne, on reçoit, on apprend. Et je voudrais inviter tout le monde à entrevoir, comme je disais, l'entrepreneuriat comme une piste quasiment indispensable aujourd'hui. Parce que même ceux qui sont dans des fonctions salariales, dans des positions salariales, ils cherchent à entreprendre maintenant. Beaucoup ont un business à côté, un side hustle. La vie coûte cher, elle va coûter de plus en plus cher. La vie va être de plus en plus complexe. Il faut plus de moyens. Et voilà, entreprenez. Et pour ça, il faut se former. Tout le monde n'a pas la fibre. Certains ont des prédispositions naturelles. Les autres peuvent également l'acquérir. C'est comme quelqu'un qui peut faire de la peinture à 4 ans sans qu'on lui ait rien dit, c'est un don. Mais quelqu'un qui travaille peut devenir encore plus fort que lui. Comme on dit, hard work beats talent. Si vous travaillez dur, vous allez battre même les gens talentueux. Donc je vous invite à vous former. Moi, je fais ce que je peux pour accompagner la dynamique entrepreneuriale au niveau du continent. D'accord? C'est pour ça justement que j'ai écrit l'ouvrage Apprendre à entreprendre, qui est un guide pratique d'initiation à l'entrepreneuriat à partir de l'adolescence, mais que les gens lisent jusqu'à 30-35 quand même, que j'ai écrit également jusqu'au bout, j'irai, et que je prépare actuellement un autre ouvrage sur l'entrepreneuriat, mais qui va aborder les choses d'un autre point de vue. D'accord? Vous en entendez parler bientôt par la grâce du Big Boss. Et voilà, formez-vous. On a également une plateforme d'e-learning qui s'appelle academyrock.com, académie en français, et rock, ROC, tout attaché.com, sur laquelle vous avez des formations que vous pouvez suivre depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur à votre rythme. Donc vous vous inscrivez, vous suivez, ce sont des vidéos. Et on a différentes disciplines qui sont en fait dispensées par des experts à chaque fois. Moi, par exemple, j'ai fait la formation business plan là-dessus, mais il y a d'autres personnes, il y a une formation sur les clés juridiques pour sécuriser son business, comment réussir la publicité sur Facebook, l'élevage des poulets de chair, etc., etc., etc. Donc voilà, et puis je reste entièrement disponible. Hein. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit à travers des formations, des conférences avec des organisations internationales ou des particuliers, à tous les niveaux et pour les projets de toutes les envergures possibles. Je suis pas difficile à trouver, les gens savent. Sur Internet, vous trouverez soit un site Internet ou alors une page sur un réseau social. Et avec mon équipe, on est toujours très disposé à écouter les gens, on est réactif, on répond. Donc voilà, l'entrepreneuriat, de gré ou de force, vous allez devoir y goûter, c'est sûr. Merci Régis. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Ça a été un plaisir.